Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Au menu de ce nouveau numéro, nous allons parler de la sortie de Grave, le premier long métrage de Julia Ducournau, le 15 mars prochain. Peut-être l'avez-vous déjà vu si vous étiez présent lors de la 6e édition du PIF, où Grave a reçu l'œil d'or du meilleur long métrage et le prix Ciné Plus Frisson. Ensuite, nous traiterons plus généralement des films sur le cannibalisme et on vous donnera les dernières nouvelles croustillantes du PIF. Autour de la table, que des fins gourmets. Bonjour Fausto. Je me demandais en fait jusqu'où tu allais pousser le vice du champ lexical. Je crois qu'elle a l'intention de filer la métaphore. J'en ai plein. C'est ça. Eh bien, nous allons nous régaler. Bonjour Laurent. Bonsoir, je me pourlèche les babines d'avance. Bonjour Cyril. Miam. Et bonjour Xavier. Bonjour. Aucun effort. Je tiens à dire que Xavier est le plus grave d'entre nous. Voilà. Ça y est, ma blague est placée. Et Véronique donc aux commandes. Avant de commencer, on précise quand même que l'émission sera 100% spoiler, notamment sur Grave, puisque le film sort en salle le 15, donc vous l'avez forcément vu, vous y allez le jour de la sortie, n'est-ce pas? Fausto, ça raconte quoi, Grave? Ça raconte une histoire de cannibale. Merci. Non, très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Justine et qui entre en école de vétérinaire. Donc, première année, ça va être extrêmement compliqué. Elle est végétarienne, elle vient d'une famille de végétariens et elle va connaître les joies du bizutage et aussi de la viande, puisqu'effectivement, l'une des premières étapes en fait du bizutage consiste à manger, je crois, un rein de lapin, c'est ça, si tout à fait. Donc ça va être un marqueur assez décisif dans sa vie à l'université et aussi dans sa vie tout court, puisqu'elle va se retrouver confrontée à une soudaine et folle envie de viande. Donc voilà, pour le pitch, je pense avoir à peu près tout dit, sachant qu'il y a aussi sa grande sœur qui est dans l'école de vétérinaire, ce qui va créer une dynamique particulièrement intéressante entre les deux personnages. Merci. Voilà. C'est Joli. Qui veut prendre la parole? On l'a tous vu autour de la table, hein, donc je pense qu'on est tous plutôt enthousiastes. Ouais, je pense qu'on est tous plutôt d'accord sur le film, et par ailleurs, il y a assez peu de personnes qui ont pu exprimer ou expriment une opinion, on va dire, un peu plus tempérée ou moins enthousiaste. Ça veut pas dire grand chose, hein, mais en tout cas c'est assez rare quand même des films français qui font l'unanimité, surtout français, puisque pour le coup, vu que c'est quand même un petit milieu, il y a toujours cette idée parfois il y a des réflexes un petit peu de contradiction qui émergent ça et là, mais là en l'occurrence je crois pas avoir entendu ah si, il y a quelqu'un à la rédaction pourtant. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai qu'il y a Cédric Develay qui est pas vraiment fan du film. Et des anciens de la rédaction. Et des anciens de la rédaction, c'est vrai, mais nous n'évoquons pas le sujet qui fâche ce soir. Juste pour un baromètre qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas pour le baromètre, c'est un ami à moi qui est autrichien, donc baromètre. Et en fait, vous savez, le film a eu le prix au PIF, et le PIF c'est le public qui discerne le prix, et donc à la fin de la séance, ils doivent voter de 1 à 5 pour donner leur avis. Et on pondère le note, et on a une note sur 5 qui indique le degré de satisfaction du film, quoi. Et souvent les grands gagnants du PIF c'était autour de 3, 8, 4, à peu près comme ça, ça dépassait jamais 4. Et là, Grave a eu 4,3 sur 5, ce qui est énorme. On n'a jamais eu une note aussi élevée, mais vraiment ça a explosé de très très loin, toutes les meilleures notes qu'on a eues à chaque fois, quoi. Donc il y a vraiment un engouement. Je me souviens quand on dépouillait, il y a eu, je crois, sur tous les bulletins, un seul 1. Et les 5 et les 4, il pleuvait, voilà. Donc c'est vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe avec ce film, il y a vraiment un engouement qui dépasse un cadre stricto sensus des fans de genre, ça a l'air de plaire à beaucoup plus de monde, quoi. Ce que tu dis, c'est justement ça qui est assez intéressant, c'est le côté un peu crossover ou mutant du film, comme l'a qualifié justement Julia Ducournau, c'est que c'est à la fois un film qui peut tout à fait contenter les fans de genre pur et dur qui, même si ils seront peut-être un petit peu déçus puisque c'est à proprement parler pas vraiment un film gore ou un choqueur, mais en même temps je pense ils peuvent trouver de quoi sustenter leur soif de transgression, et en même temps un public qui est un petit peu moins rompu en fait au genre pur et dur peut aussi trouver ça très chouette, puisque le film est également une chronique, une fable, une comédie. C'est un film qui est très drôle. Il y a vraiment une écriture qui est très riche et qui fait que le film est quand même accessible, quand bien même il est interdit aux moins de 16 ans, et quand bien même il traite très frontalement en fait de troubles particulièrement graphiques, hein, parce que cannibalisme, je crois qu'on peut pas faire plus graphique que ça. Compliqué. Mais c'est en tout cas voilà l'une des grandes forces du film, et je pense que le film ressemble en fait à Julia Ducournau, qui est quelqu'un qui aime à la fois un cinéma bis, de genre pur et dur, et en même temps un cinéma, on va dire, plus
comment dire, admissible, plus Puis conventionnel ou surtout- classique. Surtout qu'elle a des choses à dire à travers en fait son Ouais, amour ouais. du genre, c'est ça qui se voit tout de suite en fait. Ouais, c'est que- pas une fanboy, fangirl Voilà. du coup. ce qui a handicapé pas mal de films de genre français, de réalisateurs qui avaient enfin l'occasion d'accomplir leurs fantasmes et qui faisaient leurs films surtout à travers le prisme de leurs influences. Il y en a quelques-unes, mais elles sont jamais balancées à la gueule du public. Elles sont digérées. Exactement. Et c'est surtout, enfin là, c'est son personnage, l'histoire qu'elle raconte, le parcours, le contexte de l'école vétérinaire est primordial. Enfin, tout est ultra bien pensé. Et passionnant en plus, Oui, parce en que plus, ouais. finalement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de la dimension parfois un peu documentaire du film ouais. concernant justement le bizutage, qui est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent à l'écran. Même dans des téléfilms, c'est quand même quelque chose d'assez tabou et de rarement abordé. Et puis effectivement, le milieu de l'école vétérinaire qui était pour moi personnellement très exotique, et donc de fait assez fascinant. En fait. Ah, Je vais parler Cyril. pour moi, le point fort de Grave. Bien sûr, La point fort, si on voudrait faire une grosse faute de la français. pointe forte. La pointe forte. En fait, c'est voilà, j'ai rarement bloqué comme ça sur une actrice. Je crois que la dernière fois c'était Adjani dans Possession, où je me suis dit tiens, il y a quelque chose de vraiment. qui est d'ailleurs une de ses références D'accord. dans le rôle complètement. Logique. Et donc Garance Marié, donc qui joue Justine dans le film, le personnage principal. Et j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi juste en fait. Et je me suis dit mais je crois à 100% à ce que je vois. Et elle est à la fois quand il faut être perdue, elle est perdue. Quand il faut être forte, elle est forte. Enfin, sexy quand il faut être sexy. Vraiment, ça m'a vraiment. Je me suis dit mais elle est démente quoi. Elle est folle. C'est cette ça nana. qui pour moi très bien vraiment. écrit. Je retiens du film vraiment, c'est surtout Garance quoi. Vraiment, ça m'a. Bah, déjà, c'est un long travail en plus avec Julia parce que puisqu'elles se connaissent depuis 8 ou 9 ans, hein, puisque le premier court métrage de Julia Ducournau qui s'appelait Junior était déjà avec Garance et c'était le premier rôle de Garance. Elle avait jamais rien fait avant. C'est sa mère qui lui a balancé, qui lui a dit tu débordes d'énergie, tu nous as fait un peu chier à la maison, tiens. Il y a un casting là, j'ai vu, vas-y, va faire chez quelqu'un d'autre. On Quoi. aurait pu faire ça pour Cyril, non, quand il était petit ou pas? On se rend compte de ce qu'on a loupé. Et du coup, voilà, et Garance, elle a débarqué sans avoir aucune notion de ce qu'elle allait faire, et dans le cours, elle est géniale. Et elle avait 11 ans. Ouais, mais Quand le coup, elle l'a fait. Elle est toute démente. petite, Ouais. ouais, on Et peut même le quand voir tu sur- vois, donc Grave, en fait, elle ne joue pas, bien sûr qu'elle joue, mais ça semble tellement naturel Mhm. qu'en fait, tu crois vraiment à ce qui se passe. Hein. C'est ça qui m'a vraiment. Xavier. Ouais, justement, pour moi, une des scènes absolument incroyables du film, c'est la fameuse scène du doigt. Non, c'est même pas un doigt, attention, c'est mange un doigt. On dit qu'on spoilait. Hein. Et c'est vrai que dans une majorité de films de cannibales, on aurait peut-être eu tendance à partir dans le gore ou autre, alors que là, très peu de sang hein, finalement. Mais c'est uniquement ces jeux de regard, cette manière que Garance a de jouer avec le doigt, de vouloir s'en approcher. On sent qu'elle désire le doigt, on sent qu'elle a envie de croquer dedans. Et elle n'ose pas, et petit à petit, elle devient un peu moins timide, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se relâche en elle. C'est que du jeu d'actrice, c'est absolument incroyable, et la scène, elle est vraiment ultra puissante. Quoi. Ouais, cette scène est incroyable. Il y a tout le film dans cette scène, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour un peu ado trash avec l'épilation, avec le coup du chien et tout, de l'horreur et du jeu d'actrice et puis même de l'émotion parce que quand la propriétaire du doigt, dont nous ne donnerons pas l'identité pour vous laisser quand même quelques surprises, si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, quand elle découvre ce qui se passe, il y a un double choc, il y a un choc immédiat et puis il y a le choc 2-3 scènes plus tard, donc on comprend pourquoi la réaction n'est pas forcément celle qu'on attendait, mais à ce niveau-là, le film est ultra ciselé en écriture. Il y a un ordre dans les révélations émotionnelles qui est absolument pas habituel dans la gradation, mais à chaque fois, chaque pièce du puzzle se met en place et je trouve ça assez génial. Et Garance, sans elle, le film ne serait pas le même de toute manière, parce qu'elle a un tel mélange de fragilité physique, et à la fois quand elle balance dans le jeu, alors là elle éclate tout le monde, c'est quelque chose quoi. Et justement, le film me faisait un petit peu penser à Carrie. Et pareil, après, même si deux personnages qui restent un peu cloîtrés, qui a beaucoup de barrières, qui vont finalement petit à petit se briser, et ce qui va aussi causer une certaine destruction autour d'elle. Avec tu mets avec Cronenberg, je crois que Carrie c'est une des références principales de Julia, je crois qu'elle en a parlé et puis il y a la scène de la douche de sang de toute manière pendant le bizutage qui est une référence évidente aussi donc. Et pourtant on pouvait avoir des a priori avant de voir le film, parce que je me souviens effectivement comment dirais-je, le buzz qui précédait le film lors de sa première présentation à Cannes, puisque le film a été montré durant la semaine de la critique.
Et finalement, il avait un petit peu tout pour qu'on s'en méfie, quoi. C'est-à-dire que encore un film de genre français, sélectionné à Cannes, réalisatrice, ça faisait partie du buzz et c'est ça qui me dérangeait. Finalement, on s'en fout du sexe du metteur en scène. Et sorti de la Fémis aussi, qui était sorti de la Fémis. C'est court, justement, la semaine de la critique avant. Junior était la semaine de la critique. Ouais, et puis. Elle avait gagné même. Effectivement, en plus, elle est issue d'un milieu bourgeois, puisque c'est une fille de dermato et de gynéco, donc on pourrait se dire, oh là là, est-ce qu'on va pas avoir droit à une espèce de choqueur, justement bourgeois, uniquement pensé pour venir déranger les bien-pensants, sélectionné à Cannes, puisque ça fait le buzz, tout ça. Et en fait, une fois qu'on a la chance de voir le film, tout s'évapore très très vite, quoi. C'est-à-dire que le film est excellent, point, et tous les a priori qui étaient des a priori qui remontent un petit peu maintenant, hein, c'était vraiment, comme je disais, juste avant la présentation à Cannes, où on pouvait avoir le droit de se méfier un petit peu de cet objet potentiellement controversé, surtout à Cannes. On les connaît, hein, les fameux films chocs de Cannes. Tu te rappelles quand ils avaient annoncé la sélection de cette année-là, et au moment où ils annonçaient Neon Demon de Nicolas Winding Refn, pendant la conférence de presse où je sais plus qui en parlait, disait oui, c'est un film avec des mannequins cannibales, et là toute la scène s'esclaffe. Moi j'avoue, j'ai rigolé, hein. Non, devant le film. Non, mais tout ça pour dire qu'en plus il y a toujours cette espèce de posture méfiante ou de résistance qu'ont les fans de genre, qui sont parfois très bêtes, hein, il faut le dire, hein, vis-à-vis d'un film qui est sélectionné dans un festival A comme Cannes, mais qu'on peut logiquement observé, parce que effectivement un truc qui arrive d'une gonzesse qui sort de la Fémis, quand je dis gonzesse, c'est absolument pas, je vais pas c'est pas pour être tabassé Julia. Non mais écoute, moi je fais un Mawashigiri, c'est terminé. Et non mais tout ça pour dire que voilà, il y avait un petit peu des données qui pouvaient nous faire flipper, quoi, et que on n'avait pas forcément envie de se taper un film bourgeois d'une nana qui prenait le genre avec des pincettes et qui allait nous faire une espèce de choqueur pour emmerder ses parents. Le film c'est pas du tout ça, et c'est tant mieux. Oui, c'est même vraiment radicalement l'inverse. Il y a pas un truc, je pense, sur Cannes, les films de cannibales faits par des filles, je sais pas, dans ma peau. Les films de Cannes-Ibal, c'est ça? Ouais, genre dans ma peau, c'était à Cannes, il me semble, Trouble Everyday. Il y a eu plein de films. Je sais pas si Trouble Everyday était à Cannes. Trouble Everyday, si, je crois que c'était à Cannes, mais il y en a eu des films de cannibales. Le troisième film réalisé par une fille qui parle de cannibales qui est à Cannes. Je dis ça. Les filles, si vous voulez faire des films. Ouais, si je veux faire un film, faut que je change de sexe et que je fasse un film de cannibale. Le Marina de Vade, c'était plus de l'automutilation que du cannibalisme, me semble-t-il. Bon, il y a un rapport à la chair, en tout cas. Il y a un rapport à la chair. Il y a un rapport aussi à la découverte de son propre corps. Complètement, ouais. Ce qui est d'ailleurs une des thématiques de Grave, complètement. Oui. Et ce qui est passionnant, c'est la façon dont elle désexualise le corps, quoi. C'est-à-dire que le fait et c'est ce qu'elle dit, donc je vais uniquement la paraphraser, donc je suis pas du tout intelligent, hein, mais effectivement défétichiser le corps féminin, pardon, le désexualiser, le ramener à une enveloppe extrêmement triviale, ça fait partie du point de vue qu'elle a sur ses personnages et sur son histoire, et qui fait que le film en vrai il fait un pas de côté par rapport au genre, où habituellement justement les enveloppes corporelles dans le cinéma de genre sont particulièrement étudiées, dans le sens où elles sont montrées sous un angle toujours très fétichiste, et là pas du tout, quoi. Et puis en matière de digestion d'influence, ce que je trouve très intelligent, puisqu'elle adore non mais on va les enchaîner. Elle adore Cronenberg, elle le cite dans à peu près toutes ses interviews, et les gens lui en parlent beaucoup, mais pourtant quand à bien regarder le film, c'est l'inverse de Cronenberg ce qu'elle fait, c'est-à-dire que c'est pas l'esprit qui influence le corps comme chez Cronenberg dans Grave, c'est les besoins du corps qui agitent l'esprit en fait, et je trouve ça assez génial, parce que du coup je m'attendais vraiment à un truc Cronenbergien un peu sombre et tout, et au final je trouve que c'est un film très joyeux en fait. Mais moi en sortant j'avais qu'une envie, c'est d'aller bouffer, j'avais super faim. C'est un film qui donne la pêche en fait, parce que c'est un film qui suit le parcours d'une nana qui découvre qui elle est, et qui va apprendre à la fois à respecter qui elle est, à la fois à maîtriser ses instincts les plus sombres, mais elle réfute pas, elle n'est pas vue comme un monstre ni par la réalisatrice ni par elle-même, et non, je trouve ça vraiment un film qui filme la pêche en fait. C'est un film d'horreur pop intelligent. Pop, moi je voudrais parler de la musique. Déjà c'est le compositeur des films de Ben Winsley qui a fait la BO du film, qui est vraiment mortel, qui est assez électro, lancinante, des moments un peu entêtantes et tout, et surtout des morceaux musicaux qu'on entend dans le film, dans
la scène de boîte de nuit. Et le rap de Horty aussi. Et surtout, voilà, le rap de Horty, plus que toutes les C'est leur putes. meilleur morceau, hein, parce que le reste, c'est pas. Je sais que Fausto, toi qui es fan de rap, tu dois franchement adorer Horty, je pense. Pas Et ce trop, morceau- mais j'ai rien contre elle. Non, mais j'ai rien contre elle. Ce morceau, en plus, il est très sympa. Et dans Oui. le film, il Il est fonctionne bien, à ouais. du tonnerre. La quoi. scène est géniale. La scène est top. On laisse découvrir la scène en question, mais elle est vraiment top. Et Garance, il est quand même magnifique. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le film, justement, c'est ce que tu disais un peu, Laurent, par rapport à Cronenberg. Il y a des choses que j'adore chez Cronenberg, mais là, ce que j'aime dans ce film-là, c'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire le côté émotion et rapport humain, et surtout le rapport avec sa sœur. C'est un rapport entre sœurs qui est rarement montré au cinéma. J'ai l'impression que c'est aussi ça qu'elle avait envie de raconter et qu'elle passe par aussi d'autres... par le biais du fantastique, et là aussi elle s'éloigne des fanboys qui se disent tiens, je vais faire un film de cannibale. J'ai l'impression qu'elle se dit non, je vais faire un film sur cette fille qui change, qui est guidée par sa sœur aussi, mais qui veut pas non plus être complètement dans son sillage. Moi, j'aurais dit contaminée par sa sœur. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, elle prend ce prétexte-là, et c'est là où finalement les meilleurs films, c'est ceux-là. C'est ceux qui veulent raconter une autre histoire, et utiliser un prétexte fantastique pour. C'est bien, le fantastique est jamais plus puissant que quand c'est les personnages qui véhiculent les éléments fantastiques du film, plutôt que de balancer des gens lambda dans une situation fantastique. Là où la plupart du temps on se retrouve dans un truc de formule basique, tandis que quand c'est la nature même du personnage, tu prends Incassable de Shyamalan, c'est un des meilleurs films de super-héros qui soit. Pourquoi ? Parce que le plus intéressant, c'est on reste tout le temps dans l'intimité d'un mec qui découvre ce qu'il est. Et dans le fantastique, en général, les plus grands films fantastiques, c'est ça. C'est une meilleure cuisine, quoi. Justement, c'est comme au niveau de cette enveloppe corporelle, la transformation est finalement montrée d'une manière très très banale, très anodine. C'est des plaques rouges, c'est une sorte de mue qui va se produire au fur et à mesure. Rien de monstrueux finalement. D'ailleurs, c'est vraiment une continuation du court-métrage Junior, pour ceux qui l'ont vu, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille à l'école qui va atteindre la puberté et qui avant était garçon manqué, et puis il se passe des choses sur son corps, elle a des espèces de plaies, elle ôte une espèce de mue, et puis d'un coup elle devient mignonne. Et les potes de sa classe qui étaient juste des potes, d'un coup la voient vraiment comme une... Et en fait on peut même penser que c'est le même personnage, parce que d'ailleurs dans la première scène de boîte de nuit, la scène de teuf de Grave, sur le mur il y a un tag Junior is dead, que j'ai vu que la deuxième fois quand j'ai vu le film. Ça devient méta, quoi. Voilà. Et on peut limite... C'est le du Cournouverse. Voilà. Et on peut imaginer que c'est le personnage de Junior en fait. Et justement, ce qui est d'intéressant aussi, c'est qu'une fois que la transformation a commencé, en fait, elle a beaucoup de mal à se contrôler. Elle est vraiment dans la position d'une sorte de petit enfant qui a un corps qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et au fur et à mesure, c'est plutôt intéressant de voir comment elle va reprendre le contrôle. Au début, avec beaucoup de mordants et très bien façon. Et toi, Fausto, qui est végétarien, comment tu as vécu le film? Je l'ai bien vécu. En plus, c'est pas du tout le propos du film. Je sais pas, c'est une connerie. Donc. Non, mais tu vois, pour le coup, il y a pas vraiment de discours sur. En fait, il y a une scène dessus, c'est la scène de la cuisine, de la cantine au tout début, quand ils discutent des singes. Mais en fait, ça part d'une logique commune à tout le film, c'est-à-dire juste de dire que on est une espèce animale comme les autres. C'est pas parce qu'on pense qu'on a la philosophie et la technologie qu'on est finalement autre chose que des morceaux de viande qui sont guidés par des instincts naturels. Quand ils évoquent le viol d'un singe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et quand justement le personnage de Justine défend le fait que pourquoi on s'inquiéterait pas d'un viol du singe comme on s'inquiéterait du viol d'un humain. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est un discours cohérent en plus. Mais cela dit, il y a plein de subtilités dans le film. Il y a deux choses qui vont marquer. La première, c'est l'espèce d'autogestion en fait de l'université. C'est-à-dire que finalement, on voit pas trop d'éminence supérieure. Il y a pas. On ne voit pas d'adultes. Il y a un prof. Donc Il y a un prof parce qu'à un moment donné, elle est accusée d'avoir aidé son pote à. Mais bon, tu vois, j'avais oublié effectivement ce professeur-là. Mais du coup, je trouve que il y a quand même une espèce de sentiment de claustrophobie lié à l'âge qui est assez étrange, quoi. Enfin, ça fait un peu univers sous cloche, et du coup on a l'impression que finalement il y a absolument rien qui peut freiner le processus de mutation du personnage. Il n'y aura pas un adulte qui va venir à un moment, il n'y a rien, et donc ça rend le film assez intéressant et troublant justement à cet égard. Et la seconde chose, c'est une donnée de mise en scène que Julia Ducournau a pas mal évoqué, mais c'est la façon dont elle filmait les intérieurs, la façon dont elle filmait les personnages qui se déplaçaient parfois au sol avec une caméra très basse,
un peu comme Ozu qui filmait au niveau des tatamis, mais bon là c'est un peu différent. Et du coup ça aussi ça crée quelque chose de bizarre, puisque quand on a des scènes en intérieur qui sont censées être habituellement dans un film un peu chiante, quoi, c'est-à-dire des échanges dialogués entre des personnages, entre quatre murs, c'est pas forcément les scènes les plus dynamiques. Là il y a quelque chose d'assez bizarre parce que les personnages sont un peu prostrés, ils se tiennent pas vraiment droit, ils sont sur le sol, il y a quelque chose de bizarroïde. Et ce type de détail, donc la quasi-absence d'adultes, des scènes d'intérieur assez étranges parce que les personnages sont au sol, je trouve que ça, à la fois ça ancre le film dans quelque chose de très prégnant et de très identifiable dans son contexte, et en même temps ça le fait légèrement dévier. Il y a toujours ce truc dans le film, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre réaliste mais pas totalement, quoi. Et c'est une espèce de semi-cauchemar, et c'est vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement en fait dans les films de genre réussis, évidemment, parce que c'est vrai que quand un réalisateur fait du genre, mais là elle de toute façon elle prétend pas faire du genre pur, il veut absolument que son univers soit totalement cohérent par rapport au genre et par rapport à ses règles, dans son atmosphère, dans sa construction. Et vu que là elle préfère justement raconter son histoire de manière un peu impressionniste et peut-être procéder par greffe, il y a quelque chose qui fait que finalement on est dans un univers semi-réaliste, semi-genré. Enfin voilà, on est toujours dans cette idée de pas de demi-mesure, mais de crossover, quoi. La photo fait pas mal ça aussi dans le film, l'utilisation de la lumière. Moi il y a une scène qui m'a vraiment marqué, pourtant elle est anodine, c'est quand elle ouvre le frigo la nuit pour bouffer pour essayer de chercher de la viande en loose day, et en fait la lumière qui sort du frigo, du coup je me suis renseigné un petit peu, c'est vraiment une lumière qui a été rajoutée. J'avais l'impression de voir presque le plan de Rencontre du troisième type avec le gamin qui ouvre la porte devant les extraterrestres. Il y a une ambiance comme ça assez étrange, alors que les extérieurs sont filmés de manière normale, ça veut rien dire, mais en tout cas pas avec la même emphase en termes d'éclairage, quoi. Mais cette école est filmée bizarrement au niveau des couleurs, au niveau des cadrages, des travelling très lents, les plans des animaux morts, le cheval, à un moment, il y a oui, le ralenti. Ça c'est stylisé, c'est de la stylisation. Il y a pas beaucoup de trucs comme ça. Non, mais par contre justement, elle les utilise vraiment avec parcimonie, et quand ils arrivent, ils marquent vraiment l'esprit. Et aussi, moi je me rappelle en mise en scène, il y a une scène que je trouve assez géniale, c'est quand elle discute avec sa sœur et qu'elle joue un jeu vidéo, un jeu de tir à première personne sur écran splitté. Et en fait, tu vois d'abord un plan d'elle de dos, toutes les deux devant la télé écran splitté, et après la discussion ne se fera que en écran splitté. Elles seront jamais dans le même plan pendant toute la discussion pour reproduire la dynamique d'opposition du jeu vidéo, parce qu'à ce moment-là, elles sont en désaccord sur un truc. Il y a plein de choses super intelligentes comme ça dans le film. Moi, du coup, courez voir grave. Drop the mic. Laurent, que tu t'es le débat. On va donc passer au plat de résistance. Non, en préparant le podcast, on s'est dit qu'il y avait plusieurs types de films de cannibales, Laurent. Tout à fait, oui, parce que c'est vrai qu'on pense forcément au cannibale italien. On va en parler bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a aussi cannibales. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des cannibales tueurs en série, des cannibales parce qu'il leur arrive un truc. Ça tue ce genre. Le cannibale parce qu'il leur arrive un truc. Ce que j'appelle le cannibale fait divers, tu vois, voilà. Occasionnel. Le cannibale fait du ski. Voilà. Cannibale de fin d'année. Et bon. Et forcément, cannibale de fin d'études. Ça, du coup, c'est grave, c'est un peu un cannibale de fin d'études. Pourquoi ils ont mis ça sur la fiche, c'est nul. Kenny trop de balles. C'est nul, ça y est, j'ai fait la pire, c'est bon. Drop the mic 2. Le retour. Non, et donc, forcément, on va commencer par nos amis les cannibales italiens. Donc, forcément, le premier titre qui vient en tête, c'est le mythique Cannibale Holocaust de Ruggero Deodato, et puis sa cohorte de petits camarades transalpins. Donc, pourtant, c'est plutôt Umberto Lezzi qu'il faudrait créditer comme le parrain du genre, puisque quand il a voulu faire en 1972 un remake du western Un homme nommé Cheval, avec Au pays de l'exorcisme, Cannibalis, en fait il a lancé du coup la mode des anthropophages rigores, un peu sans le vouloir, et dans laquelle s'engouffrera avec bien plus de talent, il faut le dire, Deodato, d'abord avec Le Dernier Monde Cannibale. Chef-d'œuvre. Exactement. Chef-d'œuvre. Et puis avec Cannibal Holocaust, dont on va, j'imagine, parler, puisque surtout n'hésitez pas à me couper. Et puis avec Amazonia, la jungle blanche, connue sous le nom de Cut and Run aussi dans son titre US. Et puis après, à peu près tous les faiseurs du bis rital sont venus pousser leur chansonnette, avec Sergio Martino, avec La Montagne du Dieu Cannibale, très bon film d'ailleurs. En fait, je crois que je les aime tous. Avec Joe D'Amato, Emmanuel et les cannibales, avec un magnifique titre alternatif, Viol sous les tropiques.
Oui, aussi pour No Holocaust. Puis l'inénarrable Bruno Mattei qui bizarrement s'y est mis sur le tard quand même en 2004 vidéo avec Land of the Dead Sur le et tartare. Cannibal World. Oh là 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 là. Et puis Lenzi, l'homme qui a tout lancé, il est revenu avec le chef-d'œuvre glauque dégueulasse du genre Cannibal Ferox, voilà. Que j'ai revu cet après-midi pour me mettre dans le mood de cette émission, et pendant la moitié du film j'avais quand même envie de jeter ma télécommande sur la télé. Au film de piercing de nichon. Ouais, non, mais par contre le nombre de bestioles qui se font buter de façon absolument gratuite. Mais consentante. Oui, voilà. Surtout le petit truc au début qui est attaché à une corde exprès pour se faire bouffer par le python. Il a dit je veux me faire des... Justement, il y a un crocodile aussi. Ça va. En fait, ça liste aussi tout à fait. Oui. Il y a un crocodile, une tortue, une tortue et autre chose encore, je crois. Mais le côté consentant rejoindra un film de cannibale dont on parlera plus tard d'ailleurs. Mais bref, du coup, voilà, c'est ce qui, on va dire, ce qui reste dans cette vision transalpine du gore, c'est vraiment l'exploitation à 2000%, basée sur l'exotisme, le choc, la transgression, juste pour faire parler. Et finalement, il y a peut-être que Deodato qui a su peut-être aller un peu au-delà du genre et de ces éléments de base pour parler de choses qui peuvent paraître un petit peu basiques pour le coup, mais qui à l'époque étaient quand même assez rares, c'est-à-dire parler de la supposée sauvagerie du monde sauvage par rapport à celle du monde moderne qui n'est pas qui est peut-être déguisé par le vernis de la civilisation, mais qui n'en reste pas moins dégueulasse. Et puis après c'est un peu le grand vide jusqu'à notre ami Eli Roth qui a fait un quasi remake en fait d'ailleurs dans Reign Inferno de Cannibal Ferox. En revoyant le film aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était extrêmement proche en fait. Côté bis, oui. Mais sauf qu'il n'y a pas la tourista dans Cannibal Ferox et ça manque. Ça manque. Et pour le réalisme. Donc du coup, vous le Cannibal italien, vos grands souvenirs, parce que ça a quand même agité nos jeunesses de loueurs de VHS avides de trucs dégueux. Hein. Tu connais pas ma vie, alors tais-toi. Putain. Moi, gamin, je lisais. Cyril. Je voyais beaucoup de films Mais on t'a d'horreur. pas pas donné la parole en plus. C'est moi qui l'ai prise d'abord. Je la prends. Non, mais je voyais beaucoup de films d'horreur américains et très peu d'italiens, parce qu'à mon vidéoclub, bizarrement, il y a très peu de films italiens, il n'y a pas de Fulci, pas d'Argento et tout, quoi. Et un jour, un pote à moi, pas de Fulci, ouais, il me ramène une cassette d'un autre vidéoclub du sien, lui. Il t'a dit pas de sushi, je sais ce il qu'il me ramène faut. Cannibal Ferox. Et j'avais jamais vu de film italien d'horreur, et encore moins de film de cannibale. Je peux dire que la première fois que je vois Cannibal Ferox à 13 ou 14 ans, mais peut-être que tu n'avais pas vu de film italien de ta vie et que le premier film italien que tu as vu c'est Cannibal Ferox peut-être. Non, film d'horreur italien, je parle vraiment. Quoique j'avais vu Zombie 3 sur Canal+, qui m'était déjà, mais je pensais qu'il était américain, donc ouais, j'étais bien dupe à l'époque. Ah bah ouais. Tu marchais dans leur combine en fait. Ah oui, je la donf, le nom est américain, le générique. Il parle anglais, tu vois, pour moi c'était voilà. J'ai vu un super film de Vincent Down, putain, c'était magnifique. top, il est trop bon. Zombie 3. Et voilà, donc Cannibal Ferox, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas, il y avait quelque chose de il y a un petit truc voilà, qui il y faisait avait pas la pâte une américaine, espèce de fumée voilà, là, je comprends pas. Il y a un petit goût de ouais, de fumée, un petit goût de pourri, un peu de voilà, il y a quelque chose de pourri. De faisandé voilà dans le film et tout, et ça m'a laissé une sacrée impression. Voilà, c'était mon anecdote de. Non, mais voilà, on s'en fout. Hein. C'est vrai que dans les faits, on s'en fout. En fait. Non, mais j'ai aimé ces films, je les aime toujours autant en fait. Même un truc plutôt nul comme Cannibal Ferox. Je sais pas, en fait. Je ressentais pas ça la première fois que je l'ai vu, donc j'ai un peu le même parcours que tout le monde autour de cette table. Hein. On a vu ces films-là en VHS, on a tous été scotchés par leur violence graphique, et qu'il y avait un vrai goût, une interdit en fait à regarder ces films. Mais en fait, quand je les revois aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils ont été faits. C'est-à-dire que j'arrive pas à enlever de mon esprit en fait tout le côté making of. C'est-à-dire que je m'imagine ces gars, ces équipes italiennes avec un interprète qui partent dans la jungle, qui vont tourner, qui massacrent des animaux, qui baisent ensemble parfois, qui se font piquer par des moustiques, qui attrapent la tourista. Voilà, j'imagine tout ce bordel. Et en fait, je trouve que du coup, ça me rend en fait ces objets-là fascinants, quand bien même ils peuvent être nuls. Et c'est à la fois en fait effectivement des purs films, ce sont des purs films d'exploitation, et en même temps c'est quasiment on peut imaginer, on peut faire soi-même en fait le documentaire de leur conception, et là ça les rend justement très très attachants quoi. C'est aussi un cas assez unique finalement, c'est peut-être la première fois que les Italiens lancent une tendance au lieu de la pomper au niveau du bis. J'allais dire les Mondo qui sont un peu arrivés avant en fait, c'était un peu les débuts des films de cannibales en fait, partir dans la jungle et tout dans les des peuplades. Mondo, explique Mondo juste. Quoi. Alors les Mondo c'est des documentaires un peu crapuleux faits par parfois faux d'ailleurs en fait, qui mélangent ouais. qui mélangent des vraies images et des images recréées mais pour faire croire qu'elles sont vraies. Et ça se voulait quand même
documentaire, alors que Oui. mais du coup ils allaient beaucoup dans les jungles et tout, dans les trucs comme ça, et voir les peuplades des fois aussi. Il y avait de tout. Il y avait effectivement une partie qui était entre guillemets exotique, où d'ailleurs ils partaient parfois même pas forcément en Amazonie, ils allaient ailleurs, dans des jungles asiatiques, etc. Et puis après il y avait aussi des mondes d'eau plus urbains. Enfin, il y avait plusieurs facettes. En fait. J'ai l'impression que les films de cannibales italiens, c'est la suite logique du monde d'eau. Ah ouais, c'est sûr, c'est la même ambiance. C'est clairement ça. À la Surtout fin de la du monde d'eau, en fait, on est vraiment parti sur le film de cannibale, et le film de cannibale reprend en inversé le principe du monde d'eau. On est dans une fiction avec des passages dits vrais, avec les massacres d'animaux. Ah oui, Ce que reprendra finalement en fait à son compte Deodato, puisque pour lui, Cannibal Holocaust raconte le tournage d'un documentaire et dont on a retrouvé les bobines, donc finalement il est peut-être celui qui se rapproche le plus de la logique du monde d'eau. Il est méta avant les méta, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est clair. Fausto, tu disais que ça avait un goût d'interdit, mais d'ailleurs, la plupart, il y en a qui ont été interdits sur le territoire français, il me semble. Sur le territoire français, non, je crois pas. Après, Moins des interdictions un peu lourdes, Ouais. oui. Si, il me semblait qu'il y en a un sous Giscard, c'était pas justement Cannibal Holocaust. Il me semble. Je sais pas, j'imagine que le film a quand même Fact-checking. connu une exploitation sale. Là, pour le coup, on est trop jeune pour effectivement en témoigner. Mais, En Angleterre, par contre, dans les vidéos Netflix, Ah bah oui, ça, oui, souvent bah ça, des films italiens de cannibales. Ah ouais, ça, il y avait. Après, il y avait parfois n'importe quoi Oui, dans les des fois, vidéos c'est vraiment pas très violent, mais Et c'était à effectivement. cause des animaux ou... Non, c'était à cause de la violence graphique. Mais Les animaux, on s'en fout. non, mais c'était un peu. Il y avait tout dans les vidéos nasties. Il y avait aussi bien Driller Killer d'Abel Ferrara qui effectivement la montagne du dieu cannibale, qui est pas un film hyper gore. Non, oui, qui est plus un film d'aventure. Voilà, qui est un film d'aventure un peu tordu. Exactement. J'ai été déçu d'ailleurs la première fois que je l'ai vu, La Montagne du Cannibale, parce que je l'ai vu après une longue lignée de films de cannibales bien vénères, et du coup je me disais, allez hop, un de plus, et puis putain, quand est-ce que c'est gore, merde. Il y a des scènes avec des animaux, si je Ouais. me souviens bien, il n'y a pas un singe qui se fait étrangler par un serpent. Non, mais il y a une scène avec un cochon qui est sympa aussi. Ah bah ça c'est la sodomie du cochon, ça. Ouais, ouais. Ah, Non mais c'est c'est vrai. non mais c'est une sodomie. Il y a aussi un simulée. cochon dans Cannibal simulé, Ferox simulé, qui se fait buter simulé. aussi. Ouais. Simulé. le cochon simule. Le C'est ça. En revanche, le mec bande vraiment, hein, mais le. cochon simule très bien. Ouais. Je rappelle, on a une cochonne du coup. Et ce qui est drôle, c'est que pour le coup, Eros, lui, il a. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a arrondi les angles, parce que son film est quand même très méchant, mais lui, il a complètement évacué, parce que c'est impossible de refaire ça aujourd'hui, c'est toute la dimension de cruauté animale, quoi. Ouais. Alors qu'il aurait pu le faire de manière simulée, pour le coup, histoire de retrouver cette espèce de feeling interdit, malfaisant qu'il y avait dans ces bandes italiennes des années 80, fin 70, début 80. Puis tout à l'heure, on tourne autour du pot. Oui, donc en gros, c'est il y a des animaux réellement tués Oui. devant la Ouais, caméra. Dans Cannibal Holocaust, c'est une tortue dans laquelle, vivante, on lui arrache les pattes, la tête. Dans Ferox, alors, du coup, dans Ferox, il y a je ne sais pas ce qu'elle est, ce petit Moi, j'ai animal, ce souvenir lémurien d'un- au début qui se fait attaquer Ouais, par un c'est python. étrange, Après, il y a une tortue qui se fait décapiter et arracher les pattes et ouvrir complètement. Il y a un cochon qui se fait tuer à coups de couteau. Et il y a Un crocodile, Un crocodile qui se fait prend un coup ouvrir. de hache dans la tête. Ouais. Et je me Qui souviens, se ça fait avait des ouvrir le bulles, ventre, c'était ouais. horrible. Et Deodato, lui, considère que sa version définitive de Cannibal Holocaust, c'est tout le film sans sans oui. les séquences de cruauté animale. Qui, pour moi, je trouve c'est surtout qui me dégoûte sur Terre, ces séquences-là. Et pourtant, elles font partie intégrante du film. C'est-à-dire que quand on l'avait repassé à Une nuit du pif, ces séquences-là avec la musique de Reza Orlani, ça m'a rendu fou en fait. Voir ces images-là plus cette musique-là, mais c'était limite psychédélique en fait. Holocaust, il transcende le genre à peu près à tous les niveaux, au niveau réel, au niveau dispositif de mise en scène, même la façon dont, la façon dont il invente quasiment le fan footage là-dedans est extraordinaire. L'utilisation de la musique est folle. Cette musique, moi, je sais que la première fois que j'ai vu le film, ça m'a hanté. C'était vraiment plus que les images, c'est la musique qui me foutait mal à l'aise et elle m'est restée en tête. Mais c'était après, incroyable. Quitte à passer pour un monstre abject. Micro remonté, merci Cyril. En fait, Cannibal Holocaust, je me demande s'il fonctionne véritablement sur les scènes d'animaux. Elles sont minimes quand même dans la durée du film. Quoi. C'est pas tant minime, c'est l'impact qu'elles ont et qui font c'est que le côté ton malaise. regard est modifié à cause de ces séquences. Puis elles définissent les personnages aussi. Exactement. Exactement. Et c'est quoi la différence alors avec son premier film, Le Dernier Monde Cannibal? Moi, je l'ai pas vu, donc. Pour le coup, le dernier mot, pardon. Alors, excuse-moi, je pense qu'il vaut mieux revenir au pays de l'exorcisme d'abord. Ah, ce serait beaucoup plus dans l'ordre. intéressant. Parce que justement, donc en 72, c'est encore avant. l'ami Lenzi donc sort au pays de l'exorcisme, qui a envoyé la petite mode du film de Cannibal. Produit par Ovidio Assonitis, avec célèbre producteur grec, je crois.
avec Ivan Rassimov et Memele. Et il paraît, très important. Et il paraît que le film a été soufflé, le pitch du film a été soufflé au producteur par l'auteur, Emmanuel, l'auteur d'Emmanuel, Emmanuel Arsan. Tout à fait. Voilà. Il paraît que c'est elle qui a eu l'idée, qui a soufflé le pitch au producteur et qui après l'a produit. Il a soufflé l'idée. Même elle est. Pardon, j'étais coupé. On va parler oui, ça on va en parler. Oui, c'est un peu une des grandes figures. Bon, elle a joué dans 3 films, des films de cannibales. Et donc du coup en 72, donc c'est les années de plomb. On a Barbet Schroeder qui fait la vallée. Donc il y a un principe qui va être à peu près le même dans le pays de l'exorcisme. Et il y a une volonté, je pense, du fait des années de plomb de la part du public de voir des choses exotiques. Le Mondo est mort, on a peut-être envie de voir un peu plus des films d'aventure, donc du film de jungle, etc. Et donc on va voir le personnage de Ivan Rassimov, qui est une sorte de journaliste, photographe, qui va se faire capturer par une tribu qui n'est pas cannibale, et qui va subir divers sévices ou autres, et qui va petit à petit en fait adhérer au style de vie tribal. Ce qui est donc complètement avec un mémélé, on a envie d'adhérer quoi. Ce qui est donc bien complètement le scénar d'un homme de mes chevals. Voilà, qui est aussi donc le principe de la vallée de Barbet Schroeder. On est dans un pur film hippie. Et un principe totalement rousseauiste où en fait on revient à une nature primaire qui est une sorte de paradis perdu que l'homme dans sa société qui est... Il a placé Rousseau, drop the mic. C'est clair. Et voilà, enfin donc du coup les cannibales en fait ont un rôle très petit dans le film finalement. Ils arrivent dans peut-être les 20-30 dernières minutes du film. C'est une autre tribu qui est une sorte de versant, on va dire, un peu néfaste, une sorte de résurgence de la préhistoire, on va dire. Mais voilà quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans Cannibal Ferox, en effet, puisque nous parlions tout à l'heure en off des aspects intéressants de Cannibal Ferox, c'est peut-être le seul qui vient de me revenir, outre les excellents effets spéciaux. Tout à fait. Qui sont vraiment très très bons. Non, c'est le côté discours du film, c'est-à-dire que la tribu en question n'est pas cannibale à l'origine, mais en fait c'est la violence de l'homme blanc qui les pousse à revenir à un instinct encore plus sauvage que n'est leur mode de vie actuel, et qui les pousse à revenir au cannibalisme pour se venger de l'homme blanc. Et même, attention, c'est vraiment un cannibalisme rituel. Oui. C'est vraiment très important. Ce ne sont que des parties précises qui vont être consommées. Tout à fait. Très très précises. Le cerveau, le foie, les cheveux, la bite. C'est vraiment on sent vraiment une sorte de cannibalisme qui veut essayer d'ingérer la force de cet ennemi. On en parlera plus tard, c'est dans le film qui est ce principe-là. Et du coup, le dernier monde cannibale. Et donc du coup, le dernier monde cannibale. C'est pas vraiment le dernier en fait. Qui aurait dû être en fait une suite de Au pays de l'exorcisme. Donc il a commencé sur ce chemin-là. Et que devait faire Lenzi. Voilà, donc Lenzi aurait dû le faire, sauf qu'il a demandé trop d'argent. C'est Deodato qui a récupéré le procédé, le film. Pardon. Et du coup, il a modifié complètement le procédé. Il a, lui, toute cette vision rousseauiste l'intéresse absolument pas. L'ami Deodato, en plus, je crois qu'il a été assistant de Rossellini, donc quand même dans une démarche plutôt réaliste. Il avait quand même c'est un réalisateur plutôt axé sur le polizioteschi. Pareil, encore une sorte de forme de... Putain, tu l'as bien dit, j'arrive jamais à le dire d'un coup, je me plante toujours. Des années d'expérience. Et du coup, on sent qu'il essaie quand même de se rapprocher d'une sorte de pseudo-réalité, bon, c'est pas encore exactement ça. Et on va quand même voir cet homme. On a encore un homme qui va se faire capturer par une tribu, qui va subir des sévices. Sauf que lui, c'est pour survivre qu'il va commencer à adopter les principes de cette tribu. Et du coup, on va arriver à une scène qui est absolument mythique, qui est la scène de fin. Bon, je vais pas la révéler parce que c'est vraiment la meilleure scène du film, mais qui est absolument incroyable. Ivan Rassimov aussi est excellent dans le film. C'est un film d'aventure en fait. C'est-à-dire que c'est un serial. Ouais. C'est la question que tu posais, Véronique, la différence entre Cannibal Holocaust et le dernier monde cannibale, c'est que pour le coup, Cannibal Holocaust c'est vraiment un film sulfureux, un film très intelligent, mais qu'on peut ranger dans une catégorie exploitation, on va dire, même si le film est un grand film de cinéma et pas seulement un grand film d'horreur.
Mais le dernier monde cannibale, il y a toute une dimension aventureuse, aventuresque, totalement assumée, avouée. Moi, je me souviens quand j'ai revu le film sur grand écran, grâce à Cyril Despontin, durant le festival Hallucination Collective. Ce qui m'a vraiment interpellé, je l'avais pas revu depuis très très longtemps, et puis alors déjà le film est formellement vraiment très très beau. Ça c'est quand même un truc qu'il faut dire, puisque souvent on a tendance à associer ce type de long métrage à des produits crapoteux, moches, confectionnés de manière un petit peu hasardeuse. Là le film est vraiment très chouette, la photo est vraiment très belle, il y a des plans, la jungle est étouffante. Ouais, c'est clair, et puis il y a des je me souviens il y a quelques mouvements de caméra, il y a des panoramiques en courte focale qui parfois m'ont rappelé certains plans que Fabrice Duvels refera dans Vignane. Je me suis dit tiens, il a dû revoir le film avant de tourner Vignane, parce qu'il y a des choses qu'on retrouve en fait dans le dernier monde cannibale, et du coup ça le rend quand même bien supérieur à d'autres films, on va dire, qui ont été plus fait dans une logique bassement commerciale, même si faut pas se leurrer, le dernier monde cannibale n'a pas été réalisé comment dirais-je, pour assouvir un véritable désir artistique, mais c'est quand même un film qui a de la tenue, qui est très rigoureux en termes de narration. Enfin voilà, c'est pas du tout une espèce de série Z de mal fagoté. Et il y a une réflexion, et on sent déjà les germes de ce qui va donner Cannibal Holocaust plus tard. Côté documentaire. Il me semble qu'il avait aussi il avait déjà dû commencer un peu les histoires de mélanger réalité, vérité, tribus anthropophages, etc. Oui, puisque lui, je crois que sa documentation, ça avait été un sujet photo, ça avait été dans un magazine, hein, c'est ça, un sujet photo, je sais plus dans quel magazine c'était, où il avait été marqué par des photos de tribus, et ça l'avait particulièrement influencé, ouais. Voilà. Et du coup, alors pour le petit détail, donc dans ce film-là, nous avons une nouvelle fois Ivan Rassimov et Memele. Voilà. Qu'on va retrouver plus tard dans La secte des cannibales, film magnifique. Ah, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas bien. Alors, ok, on oublie. Voilà. Non, mais c'est. Non, parlons des bons films. Juste très simple, parce que La secte des cannibales, quelque part, c'est la version ultime du film de Cannibal dans son utilisation du stock shot. Puisque donc nous allons récupérer une nouvelle fois Ivan Rassimov Memele. Nous allons donc récupérer des stock shots de morts d'animaux, et nous allons récupérer des scènes de plusieurs films. Donc attention, la liste. Il y a quand même Au pays de l'exorcisme, Le dernier monde cannibale et La montagne du dieu cannibale. Pas mal. Voilà. C'est un mash-up. C'est le film est absolument incroyable. Cannibal Megamix. Sachant qu'en plus c'est un film qui n'est pas véritablement un film de cannibale, il est plus un film adapté d'un fait divers d'une secte en Guyane qui a amené la mort de 900 personnes. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est plus un film inspiré par Jim Jones qu'un vrai film de cannibale. Voilà. Ce bon vieux révérend. Et donc on enchaîne avec, parce que là on a oui, parce qu'il y a quittons l'Italie. Il n'y a pas que nos amis cannibales italiens, il y a l'avion qui se balade de carte en carte et tout, là, mais là en fait on va aller dans plusieurs pays d'un coup, on va plus changer de nous amènes-tu, Laurent ? Genre de cannibale en fait. Escale. Alors déjà escale, alors la première sera en Russie, mais ne nous avançons pas trop. En fait on va du coup s'intéresser à une forme d'anthropophagie bien plus proche de nous, bien plus intime aussi, qui est celle qui fut et qui est encore certainement pratiquée par quelques tueurs en série et autres assassins de faits divers, qui ont eux-mêmes nourri, son jeu de mots, le cinéma. Plusieurs de ces cas relèvent de ce qu'on appelle poétiquement le cannibalisme sexuel, c'est-à-dire l'acte d'ingérer la chair de sa victime comme un rituel d'ordre sexuel qui apporterait une jouissance similaire à celle qu'éprouve par exemple Cyril quand il commande des brochettes de bœuf au fromage dans un japonais à volonté. Et parmi les cas les plus célèbres, on peut citer le russe Andrei Chikatilo, qui aurait tué et dévoré une quarantaine de femmes et enfants entre la fin des années 70 et le début des années 80. Et qui a inspiré notamment un téléfilm qui s'appelle Citizen X, déjà, avec Donald Sutherland et Stephen Reed, qui a inspiré Evil & Co. avec Malcolm McDowell, qui est un film à moitié raté, et Enfant 44 récemment aussi avec Tom Hardy. Ah oui, ça c'est vrai, ça avait l'air nul. Qui est la même histoire, ça paraît la même histoire. Enfant 44. Ouais. Non de merde, quoi. Oui. Enfant 44.
Puis il y a eu aussi aux États-Unis Jeffrey Dahmer, très célèbre serial killer américain qui vivait assez mal son homosexualité. Il est sur Dahmer. Et il a l'air Dahmer, où il fait un malheur, non? Ouais. Et il a eu son heure Dahmer. Oui, mais on c'est la nul. comprend, Non, c'est nul, c'est pas tout à fait juste. Là, celle-là. Ouais. Et en fait, il était persuadé qu'il pouvait transformer ses victimes en esclaves sexuels en leur faisant un trou dans le cerveau et en faisant bouillir une partie de leur cerveau ou mettant de l'acide. Enfin bon, il allait pas très bien. On vous spoil, ça marche pas. Voilà. il a tué 17 hommes dans les années 80 avant d'être arrêté et tué en prison, d'ailleurs. Et c'est Jeremy Renner qui l'a incarné. On le sait pas, mais on le sait peu. Mais Jeremy Renner a incarné Jeffrey Dahmer en 2002 dans un film qui s'appelle Dahmer le cannibale. Et il y a bientôt qui sort normalement fin d'année aux États-Unis My Friend Dahmer de Mark Myers qui se base sur l'enfance du tueur et qui est tiré en fait d'une BD écrite par un vrai ami d'enfance de Jeffrey Dahmer. Donc, un graphic novel, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ça peut être assez intéressant. En revanche, ça risque d'être assez moins fun que Dahmer versus Gacy, film de 2010 de Mark Myers. Non, pas de Mark Myers, pardon, je dis des bêtises. C'était le réalisateur précédent. Oui, voilà, je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur. Mais en tout cas, c'est un film où les deux tueurs en série sont enfermés dans un laboratoire ultra secret, où il y a des recherches faites sur l'ADN des tueurs en série pour créer le tueur ultime. Et les deux tueurs C'est quoi de créer le tueur ultime en fait? Ah bah pour qui tue mieux. Mais au hasard des gens dans la rue, tu le lances. Non, ça tue comme pitch. Voilà. Vas-y, ferme ta gueule. Ça tue comme pitch. Mais c'est bien moins fun. En revanche, bien moins fun, c'est le cas réel de l'étudiant japonais Issei Sagawa, qui en 1981 a tué une étudiante hollandaise à Paris et il l'a dévorée et est allé en prison. Puis après on est ressorti et puis il est devenu célèbre parce qu'il a fait des conférences, des trucs, des machins en racontant son expérience de cannibale. Ouais, il a fait un doggy bag avec l'armée avec lui au Japon. Et sur lequel il y a eu un court-métrage. Il a tourné dans des films d'ailleurs. Il a tourné dans des films érotiques. Dans des films érotiques, ouais. Des pubs pour des restaurants de viande. Sympa pour les parents de la nana. Ah, faut bien manger. Hein. C'est une affaire scandaleuse. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai entendu parler en fait du cannibalisme parce que ça avait fait grand bruit à l'époque en France. Et c'était en quelle année déjà? C'était en 81. Et donc de toute façon ça a été un procès qui a duré quand même pas mal de temps. Puis en plus le mec a bénéficié d'un non-lieu, donc il est reparti au Japon tranquillou quoi. Mais je me souviens que c'était les premières fois que j'entendais parler du cannibalisme et du coup ça a nourri pas mal de... Enfin, ça a pu nourrir, je pense, pas mal de fantasmes pour des gens qui entendaient parler de cette histoire particulièrement dégueulasse. Ouais. Et qui a été du coup adapté en court-métrage dans un court-métrage qui s'appelle Adoration d'Olivier Smolders, qui est un court-métrage franco-belge. Qui date de quand? En 86. Ah ouais, tiens, j'aimerais bien voir ce truc. J'imagine que ça a une petite réputation, non? Écoute, tu peux en lire l'avis de Gilles Esposito dessus dans le dernier dossier cannibale. C'est vrai qu'il en parlait. Tout à fait, ouais, il en parle. Ouais. D'ailleurs, je tirerai mon chapeau plus tard à Gilles pour ce dossier qui m'a un petit peu aidé. Gilles est fan de Issei Sagawa. Et puis on va aussi citer le cas assez particulier de Ed Gein, qui était un célèbre fossoyeur de tombes et assassin, mais qui n'était pas un cannibale. Je vais dire fossoyeur de tombes. Il remet la terre dessus. Ah, ça n'importe quoi, j'ai mal fait le boulot là. Voilà, mais, elle est vraiment moche, elle. Hein, Donc, il n'était pas cannibale, mais il avait décoré sa maison avec des ossements en lampe, en abat-jour, en masque, et du coup il a inspiré Psychose déjà de Alfred Hitchcock. Il a inspiré l'excellent D-Range de Alan Moresby qui était sorti avec Mad. Il y avait des Mad 2000, je sais plus. Ah zut. Vieux. Et puis il a sur Le Silence des agneaux aussi, il a inspiré, et surtout le Massacre à la tronçonneuse, qui là pour le coup dévie sur le cannibalisme puisque c'est la célèbre famille de cannibales. Et donc le masque de Leatherface est inspiré de cette histoire de masque que lui confectionnait. En fait, il voulait recréer sa mère à partir de cadavres. Et il s'était fait un masque qui était censé ressembler à sa mère. Et puis aussi, du coup, tout le mobilier de la maison de la famille de Leatherface est inspiré aussi de cette histoire. Donc voilà. Et dans la plupart de ces cas et de ces films, le cannibalisme c'est plus vu comme une espèce d'ultime frontière immorale de transgression de ce qu'est l'être humain. Donc ça relève à la fois du gore un peu craspec, puisque ça reste quand même pour comme Massacre ou d'autres des films qui
qui ont véhiculé leur célébrité sur l'horreur et le gore, qu'il n'y a pas, que ce soit Psychose ou d'ailleurs ou Massacre, ce ne sont pas des films gore, mais ça reste des films d'horreur, et en même temps aussi avec tout un côté transgressif de l'intégrité de l'être humain, etc. Donc, ce qui en fait du coup un genre peut-être finalement plus riche thématiquement que le cannibale italien, moins rigolo peut-être. Tu parles pas de l'allemand qui a mangé son... Mais ça, ce sera dans la troisième partie. Putain, vas-y, arrête d'essayer de bousiller son groove là. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais du petit animal consentant de Cannibal Ferox, ça m'a rappelé c'est cette Cyril histoire. le petit animal consentant. Il est consentant. C'est toi le petit animal consentant. Je l'ai été, Fausto, certes, mais c'est fini. Je ne me laisse plus faire. Il y a une bougie là, on va verser la cire sur ton corps. Oui. Du coup, il n'y en a pas tant que ça au cinéma où je. Alors après, je n'ai pas. T'as vraiment rien entendu. J'étais sur mes mêlés. T'écoutais des photos. Mes mêlés. Les photos de Mémélé. Je n'ai pas prétention à être exhaustif, car je préfère découvrir avec vous le reste de ces domaines, car je sais que vous avez. Justement, je Voilà. profite de cette richesse Xavier est un thématique du profiteur. cannibalisme. Donc pour revenir sur Massacre à la tronçonneuse, qui est un exemple parfait, je trouve, de richesse dans le cannibalisme, puisque en fait, on est déjà dans un cinéma qu'on appelle un peu le cinéma Billy, et qui est quand même basé sur des personnages. Bouseux, donc pour expliquer aux gens en fait. Oui, voilà. Ouais, moi, j'essaie d'être sympa. Et les personnages de Massacre à la tronçonneuse, généralement, c'est le cas sur la majorité du cinéma Billy, sont des personnages dégénérés. Et en fait, dans Massacre à la tronçonneuse, vraiment le principe, c'est qu'on a un passé dégénéré qui va se nourrir de personnes actuelles, et on retrouve aussi des personnes qui ont éventuellement pu croiser la guerre. Donc ça, on voit dans le Massacre à la tronçonneuse avec c'est son frère, je crois, Chopped Up. Oui. Ouais. Et dans Massacre à la tronçonneuse The Beginning, on a les deux frères soldats, donc on a pareil tout un discours sur le Vietnam, qui doivent partir au la guerre. Vietnam. Excellent film, extrêmement sous-estimé dans la saga Massacre à la tronçonneuse. Pareil, un traumatisme de la société dans ce qu'elle a plus noir ou autre, qui pareil va venir pour cannibaliser. C'est clairement un film sur l'Amérique qui mange sa jeunesse en fait. D'ailleurs, c'est marrant, Toby Hooper dans Mortuary, assez sous-estimé, c'était exactement la même chose. Mortuary, c'était à nouveau l'Amérique la plus consumériste qui mangeait sa jeunesse, même si c'était pas à travers des cannibales, mais c'est vraiment quelque chose d'assez frappant quand on voit le film. Dans le cinéma de Billy, là, peut-être plus dans les Détours mortels par exemple, on est vraiment dans une logique où on va se nourrir de personnes jeunes, belles, en pleine santé, eux potentiellement un peu pétés de thunes. Oui, voilà. Potentiellement baisables aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a toute une mythologie du hillbilly cannibale. Je me sens que dans les Détours mortels, ils sont cannibales aussi. Oui, absolument. C'est du cannibale en vacances, c'est du hillbilly holiday. Voilà. Wolf Creek aussi. Wolf Creek. Il y a même dans les jeux vidéo, le tout dernier Resident Evil est un hommage à le Resident Evil 7 est un hommage à Massacre à la tronçonneuse avec on joue une personne qui arrive dans une maison de hillbilly et qui se fait alpaguer par. Il y a la scène du repas. On fait revivre aux joueurs la scène du repas de Cannibal de Massacre à la tronçonneuse. J'étais traumatisé par Cannibal Holocaust. De Massacre à la tronçonneuse aux joueurs dans le jeu dans les 15-20 premières minutes du jeu. Mais là, tu parlais tout à l'heure du cannibalisme donc sexuel, enfin en gros voilà, fétichisme, mais du coup la Massacre à la tronçonneuse c'est plus du cannibalisme d'utilité, on va dire, c'est qu'ils ont faim, ils alors c'est même assez différent dans Massacre à la tronçonneuse, et en fait c'est presque du comment dirais-je du déterminisme, de la reproduction d'un déterminisme lié au métier, c'est-à-dire qu'avant ils travaillaient tous dans un abattoir, l'abattoir a fermé, ils ont continué à faire leur boulot avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire les gens de passage en fait. Donc là c'est encore différent, mais c'est vrai que le cannibalisme, finalement en fait je pense que le cannibalisme sexuel est à mon avis quelque chose de trop transgressif pour qu'il soit fréquemment. En fait. C'est plutôt quand t'es aisé, quand t'es pas aisé, c'est pas ce besoin que tu vas remplir en premier, c'est le besoin de se nourrir. En fait, souvent le cannibalisme sexuel vient d'une frustration liée à une impuissance, à un problème d'identité sexuelle. Mais je pense que c'est surtout que c'est quelque chose qui est tellement transgressif. C'est ça, Issei Sagawa. Oui.
Et c'est quelque chose qui est tellement transgressif que c'est beaucoup moins adapté à l'écran aussi, et du coup ça va nourrir un peu de ce dont on parlera dans la troisième partie, parce que des films comme Trouble Every Day ou comme Grim Love dont on va parler, donc sont des films qui parlent de ça, mais qui pour le temps ne parlent pas de tueurs en série. Il y a eu un cas récemment d'un Canadien qui avait mangé, tout à fait, oui. Qui va Magnota. Magnota, ça va sûrement être adapté au cinéma, c'est un jour ou l'autre. C'est ce que je me disais en écrivant cette chronique. Je pense qu'on verra un jour débarquer un film sur ce cas-là. On voit beaucoup de films en ce moment, mais pas assez de cannibales. Je trouve c'est quand même dommage. Quand même. Et qu'est-ce que vous pensez du coup? Là, on est sur plutôt les tueurs en série, on va dire, enfin les psychopathes, on va dire. Et du coup, Hannibal, on n'a pas parlé, c'est quand même le plus célèbre au cinéma. Eh ben, tiens, je l'ai oublié. Et à la télé. Mais justement, pareil, hein, ce qui est très intéressant sur Hannibal, c'est qu'on a dans ce côté un peu société, là on a une figure très fine, très très raffinée. On parle de quelqu'un de très intelligent, aisé, qui pour lui c'est limite le comble de l'exquis. C'est le raffinement. Voilà. En fait, lui, il est presque d'une espèce au-dessus de l'humain. C'est-à-dire que lui, il est le prédateur de l'humain, comme l'humain est prédateur des animaux qu'il mange, en fait. Et la jeunesse de Hannibal, qui est racontée dans le roman Hannibal aux origines du mal, je crois, qui a été porté à l'écran, est tirée de la jeunesse d'un tueur en série cannibale russe aussi, qui racontait que ça lui est venu parce que pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale et les privations qu'ils ont dû manger dans son village de la chair humaine, et qu'en fait il y a pris goût et qu'il a continué après à tuer. Et c'est exactement l'histoire de la jeunesse de Hannibal, plus ou moins, qui lui est forcé de manger sa petite sœur par des soldats qui les ont pris en otage quand il était enfant, et c'est de là que vient son traumatisme. American Psycho aussi, tout à fait. Par contre, c'est pareil, c'est le mec qui est supérieur, qui est très très riche, qui considère que les gens c'est des bétails pour lui, ça se... Oui, ça, c'est un peu la même logique que Hannibal. Pardon, mais j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film, mais j'ai complètement oublié cette donnée. Il mange les gens. Je crois qu'il y a un truc à un moment donné, il mange quelqu'un. Patrick Bateman, je crois pas que ce soit un cannibale. Je pense que vous dites que de la merde. Je pense que... On se renseignera et on fera éventuellement. Non, j'ai lu. l'onglet mémélé. Ouais, non. Les gens, c'est tout. Non, c'est un psychopathe qui a commencé à, je me souviens, il torture des chiots. Il va acheter des chiots il va acheter un moment un chiot pour le torturer, et ensuite effectivement. Je crois même que Gilles Esposito en parlait dans son dossier sur les cannibales. Je suis pas sûr qu'il y ait une scène de cannibalisme. Il y a apparemment un petit peu de cannibalisme. Qu'est-ce qu'il fait Putain, c'est pas possible. Je me souviens pas du tout de cette donnée. Peut-être qu'il mange un ongle. Franchement, c'est peut-être pas dans le film en tout cas. C'est peut-être dans le livre. C'est au moins dans le livre. Dans le livre. Dans le livre, je me rappelle que de la scène de la perceuse dans les dents pour favoriser la fellation. Dans le roman. Dans le dossier, vous avez fait dans Manouille, je crois qu'il en parle. Gilles, oui, tout à fait. Peut-être, mais on travaille beaucoup trop, du coup, on oublie instantanément les choses qui ont été écrites. Mais c'est vrai que finalement, en fait, à part quelques figures comme Leatherface ou Hannibal, le tueur en série cannibale n'est pas quelque chose, n'a pas nourri l'excellence du cinéma d'horreur. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de, et ça manque parce que je pense que c'est quelque chose d'assez fascinant, cette transgression de l'intégrité du corps humain. C'est de toute manière la base du cinéma d'horreur, mais là c'est l'ultime. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour tuer, c'est pour ingérer, c'est pour. Je pense à Two Thousand Maniacs, où c'est carrément un village entier qui mange en fait. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt. C'est rituel. Ouais, c'est Bloodfist. Ouais. Parce que dans 2000 Maniacs, en fait, c'est des rednecks du sud qui se vengent de la guerre de sécession, en fait, et qui des fantômes de rednecks qui réapparaissent pour tuer des nordistes de merde. Mais tu vois, il y a un truc quand même qui est très intéressant, c'est que finalement, quand tu regardes les films d'horreur dits américains, Hillbilly, on est toujours dans une figure dégénérée. Il y a une tension interne de l'Amérique profonde versus l'Amérique civilisée, entre guillemets. Oui, vous oubliez tous Pardon, excusez-moi. Vas-y, Fausto. Un grand film de cannibale qui est sorti l'année dernière, est réalisé par un Français. Qui était à Cannes, Malout. Je remercie les internautes qui ont participé. Film de famille cannibale, quand même. Donc là, c'est pas des hillbillies, c'est des bourgeois français qui effectivement sont tout à fait dégénérés. Hein, et je suis pas en train de dire n'importe quoi. Moi, en plus, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça tout à fait insupportable. Mais non, en plus, ce sont les
il y a la famille, effectivement, il y a la famille bourgeoise menée par Lucchini d'un côté, et puis il y a la famille avec les acteurs amateurs de l'autre, et ce sont effectivement les prolos qui se nourrissent de chair humaine, hein, si je me souviens bien. C'est dans une logique à l'auberge rouge ou Non, tu l'as vu, toi, Maloute, Cyril. C'est les pauvres qui veulent bouffer les. Oui, c'est ça, et ils font une espèce de tambouille. Dans des bidons et tout. Ouais. Mais en fait. J'ai oublié ce film. Oui, moi aussi, c'est probablement un des pires films de l'année dernière. Donc, mais, la glycine. C'est ça. Mon Dieu, quelle horreur. C'est une imitation de quoi ça en fait? Lucchini qui dit la glycine pendant 20 mais minutes. En fait, c'est un peu la réponse à Massacre à la tronçonneuse. Ils sont moins dégénérés dans Massacre à la tronçonneuse que dans Maloute en fait. C'est vrai. Et il y avait pas un film français, La Meute? Ils étaient pas cannibales, non? Si. Maloute, la meute. Non, mais dans la meute, c'est des espèces de mutants, de goules mutantes. C'est des goules mutants. Ouais. Quoi. Ça, c'était le bon cinéma de genre français d'il y a 10 ans à peu près. Sinon, t'as des goules mutants. Le sous-sol de la peur aussi, c'est pas des cannibales. C'est des cannibales. Ouais, c'est vrai. Ouais, Non, mais par contre, ne nous jugez c'est pas. des bourgeois, ouais. Oui, alors il y a C'est Ne des jugez pas, dont je ne suis pas très fan, Ne nous jugez ni pas. du remake, Ah oui, alors, bien, je ouais. sais pas. ni du remake d'ailleurs, mais tout à fait, oui, ça fait partie des We films. Are What We Are What We Comment Are. c'est chiant le remake, le Jim Nickel là. Oui, je préfère l'original. L'original. Oh, là, non, je prends le micro, je dis non. Fausse micro, fausse. Non, moi j'ai beaucoup aimé en fait le film mexicain. Je trouvais qu'il y avait justement quand c'est sorti, ça m'avait vraiment interpellé. Je trouvais ça Pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est un film où une famille encore, une histoire de famille. C'est une histoire de famille, voilà. Un jour, C'est le une patriarche, si je me souviens bien, C'est le crise père qui meurt, cardiaque, ouais. et meurt. Tu le vois mourir dans un centre commercial au début du film. Ouais. voilà, quelque chose de très lambda, sauf que il s'agit donc d'une famille de cannibales et que le père était la personne qui pourvoyait aux besoins de la famille. Donc, Comme tout bon père de famille, c'est lui qui voilà. ramène de quoi manger à la maison le soir. c'est ça. Voilà. Donc, Pendant la que famille pendant que va madame devoir fait la apprendre popote. à vivre sans se papa est débrouiller, pas là pour sans amener à se bouffer. faire, qui était la clé. Et qui réparait des montres aussi. Et dans le genre serial killer, Sweeney Todd, ça rentre dans le. Ah bah oui. Alors oui et non, parce que le personnage en lui-même n'est pas cannibale. Alors, Non, j'ai c'est longtemps hésité à Ouais. inclure dans les Ah, chroniques, c'est vrai c'est toutes ces histoires de personnes qui, pas comme dans notre film préféré à tous, Ebola Syndrome, c'est-à-dire c'est cette histoire toutes ces histoires de personnes qui transforment des humains en chair humaine pour les donner à manger à d'autres personnes Il y en a qui du pas coup que ne ça, savent pas cannibale, qu'elles un peu. deviennent Oui. cannibales. Il y en a pas Mais que- les Il y avait un personnages, excellent film dans la 6ème édition du PIF cette année d'ailleurs. Ketchup. voilà. Mais c'est des histoires de cannibales qui ne savent pas qu'ils sont cannibales, parce que les gens ne savent pas. Donc voilà, du coup j'ai trouvé que ça ne rentrait pas vraiment Il y a dans. Tolstoy, les notre bouchers optique. verts, il y en a pas qu'à. Soleil vert. Soleil vert d'ailleurs aussi. c'est- Délicatessen. Délicatessen, c'est vraiment français. C'est quelque chose aussi que tu as beaucoup dans le wuxia. Ouais. Dans Le tous quoi le wuxia pian. Ça n'a rien à voir avec les hillbilly. Hein. C'est pas le même continent. Où en fait, C'est le nom tu du as, chien des hillbilly. Tu Wuxia. avais beaucoup de légendes sur des auberges qui accueillaient des voyageurs égarés. Comme Et l'auberge généralement, rouge. L'auberge rouge. Un classique. Voilà, Mm. c'est le principe de l'auberge rouge. Classique. Et tu D'accord. le vois d'ailleurs dans, je crois que c'est dans Au bord de l'eau où Il y a il y a carrément des héros qui vont finir par. En fait, il y a eu pas mal de films français quand même de cannibales qu'on a réfléchi. Délicatessen, Terre Philippe Maloute, il y a eu. Thème rock. Trop belle. Thème rock, ouais. Ouais. Weekend de Jean-Luc Comment Godard, Weekend, et oui. qui sont des films que j'allais citer dans ma troisième partie. Ah, bande Oui, de- on va y revenir après. Bande de petits salopios. Bah non, mais peut-être qu'on a fait le tour des serial killers et qu'on passe à ta troisième partie. Ouais, les On serial peut, killers, c'est bon, hein, ça y est, c'est Ouais, fini. nous C'est saoule. fait. C'est bon ça. Et, Toujours la même chose. Coché. il est vrai du coup qu'on trouve des films de cannibales moins genrés, on va dire, c'est-à-dire plus labellisés auteurs qui abordent donc le thème du cannibalisme. Grave pourrait d'ailleurs en faire partie, comme on disait tout à l'heure, même si la grande qualité du film est justement de s'affranchir d'une labellisation en étant à la fois un film d'horreur pop et un beau film d'auteur. Et C'est donc bien ça, c'est bien dit. pour le coup, c'est aussi parce que c'est écrit à l'avance aussi. C'est pour ça. Et pour le coup, Faut pas dire ça. je me dois donc, comme je l'ai déjà fait, mais de remercier dûment le travail de mon collègue et ami Gilles Esposito, qui a signé dans le dernier numéro de Man un dossier sur les films de cannibales autres, et donc qui m'a bien défriché le terrain, et avec sa plume érudite et langoureuse. Putain, alors là, il a bien défriché le terrain avec sa plume érudite et langoureuse, c'est quand même tendu. Là. Ta force, c'est plus la bouffe là. C'est Hein. une déclaration. Ah ouais. ouais, non. Et du coup, lui, il cite notamment en film fondateur du cannibalisme à l'écran, Soudain l'été dernier de Mankiewicz. Il parle. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que c'est dans le 3e Deodato. Je crois qu'il y a un hommage de la scène finale de Amazonia, c'est C'est à un peu hommage près à- la même scène que Soudain. Quand elle parle dans son délire à la fin. dans le coup ouais. de la secte, en fait. Mm. Voilà. Enfin, Il y a eu Porcheru de Pasolini.
Attention, Ouais. attention, amis auditeurs, c'est Soudain l'été dernier, ce n'est pas Souviens-toi l'été dernier, ce n'est pas les mêmes réalisateurs, pas le même c'est pas les délire. mêmes réalisateurs, On parlait d'un film de pas le même Mankiewicz. délire. Il y a la couleur d'un côté, il y a le noir et blanc, c'est pas pareil. Donc c'est Soudain l'été dernier. Donc Porcherie de Pasolini, Week-end de Jean-Luc Godard avec son espèce de faction de mangeurs d'automobilistes qui en Qui n'a gros. rien à voir avec la Il y a- chanson de Laurie. Et Attention, qui est ce son n'est dernier pas du film tout. de la nouvelle Il y a un vague. film d'Almodovar aussi, je crois que c'est pas Matador qui parle de. Matamé Matador Non, c'est Matador, c'est film de Almodovar. Mais tu confonds pas avec La Pielée qui est Vito, non? Ouais. Non, un film très ancien qu'il a fait, qui je me semble. Je l'ai vu il y a très Cannibale longtemps. dans Matador? Non, Fact-checking. Matador, je ne crois pas. c'est là où il y a C'est un un des mec premiers- qui se branle sur 6 femmes pour l'assassin. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais je crois. Bon, on va laisser. Qui se branle. Attends. Un mec qui se branle devant 6 femmes pour Ouais, l'assassin. c'est ça. Bon, C'est un on Matador, laisse ça. Véronique chercher pendant qu'on va. Et donc il y avait aussi Thème Rock, donc dont tu parlais tout à l'heure, Avec, de Faraldo, Avec Michel Piccoli. tout à fait. Il grogne. Qui grogne. Tout le long Tout du le film. film grogne. de Tout le souvenir. film est à base de grognements, Il y a la et semaine de de l'assassin, par contre, borborigmes. la semaine de l'assassin que Gilles cite. Alors même si, Cannibal alors Man. non, parce que Cannibal Man, la semaine de l'assassin, Ça a rentre rangé, dans la ouais, thématique de d'avant. tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui donne de la chair humaine à manger à d'autres personnes qui ne le savent pas. Et voilà, donc dans tous ces films là, le cannibalisme, il a vraiment une dimension symbolique pure, où c'est tantôt un symbole d'anarchie et de libération de l'ordre établi, tantôt la manifestation de pulsions primales, inavouables. Mais il y a aussi les authentiques cas de cannibalisme on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui ne relèvent pas forcément du tueur en série. Il y a cette célèbre équipe de rugby uruguayenne qui s'est écrasée dans la cordillère des Andes dans les années 70 et qui a dû avoir recours au cannibalisme pour survivre. Et ça a été le sujet de 2 films de René Cardona, grand cinéaste sud-américain. Junior d'ailleurs, c'est son Junior, fils. Junior, ouais. C'est Junior qui a fait le film, papa. Et puis Franck Marshall en 91 avec Les Survivants. Et René Cardona Jr., il me semble que dans Cyclone, tu as aussi du cannibalisme. Ah, je n'ai pas vu Cyclone. Mais je vais me renseigner de ce pas. Et donc Frank Marshall, c'est un cinéaste hollywoodien bien plus respectable, surtout producteur d'ailleurs, qui a produit du Spielberg. C'est pas lui aussi Arachnophobia? Si, c'est l'Arachnophobia, tout à fait. Donc qui a fait Les Survivants. Et puis il y a cette incroyable histoire, Cyril, enfin on va en parler, donc de ces 2 Allemands qui se sont rencontrés en ligne. Et qui avaient tous les 2 des fantasmes très complémentaires, c'est-à-dire l'un qui avait envie de manger de la chair humaine et l'autre qui avait envie d'être mangé. Et donc ils se sont rencontrés, ils sont passés à l'acte, d'abord apparemment en arrachant le sexe de celui qui voulait être mangé, en le cuisinant et en le mangeant tous les 2. Goût, apparemment. Voilà. Et puis après, celui qui voulait manger a définitivement complètement mangé celui qui voulait être mangé. Et ça a été donc fait en film par Martin Weiss. Ça s'appelle Confession d'un cannibale en français. Grim Love en VO. Et c'est un film proprement glaçant. Et pour le coup, on rejoint la dimension sexuelle dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi la dimension centrale de Trouble Every Day, qui est un autre, je trouve, assez grand film de cannibale français. Qui, sous couvert d'un argument complètement genre, c'est-à-dire c'est une équipe de scientifiques qui est en Afrique, je crois, qui met des recherches sur un virus et qui revient avec un virus qui leur donne une faim cannibale, mais c'est surtout des gens qui ont envie les uns des autres, au point que finalement qui ne peuvent pas se retenir de se manger, avec la plus belle illustration de l'expression fort poétique bouffer la chatte, voilà, qui est dans ce film. Et avec José Garcia. Il y a pas Naked Blood aussi de Sato qui est un peu dans le même délire. C'est un sérum qu'on injecte des gens et la douleur devient un plaisir immense et au bout d'un moment il se bouffe. C'est le cas aussi dans un des guinea pigs. La guinea pig, ouais, tout à fait. Bah, c'est des trucs que tu retrouves effectivement. C'est un peu l'acte d'amour ultime en fait, le cannibalisme. Voilà, c'est vraiment cette dimension qu'on retrouve à la fois dans Trouble Every Day et dans Grim Love, et qui est, à mon sens, peut-être la plus belle incarnation du cannibalisme quand on veut l'emmener vers quelque chose de poétique, ce qui n'est pas forcément facile de prime abord. Mais quand un film a réussi à faire ça, c'est plutôt un sacré tour de force. Mais ce film là, mexicain, Amour cannibale, non, c'est ça. Oui, je l'ai vu récemment. Qui est sorti en salle il y a 2 ans, je crois. Bah, que c'était que c'était pas genre mortel. J'ai vu qu'il était sur le câble en ce moment, faut que je le regarde, ça d'ailleurs. Ouais, par contre, il y a justement quelque chose de très intéressant sur le rapport du cannibalisme et la sexualité. Tu prends les premiers films de cannibales, Lenzi, Deodato, ça se finit toujours avec des femmes nues. Mais mêlées.
MLA, entre autres. Au pays de l'exorcisme, on doit la voir à poil pendant 1 heure. Moi, c'est pas le côté exploitation de ces films-là qui voulait. Il y a ça en plus, Il y a c'est des indigènes, on peut les montrer à tu vois, poil t'as parce une qu'ils manière- vivent comme t'as une- ça. c'est sûr. T'as une manière de filmer les corps, donc filmer les corps, c'est à la fois une sorte d'érotisme, c'est aussi montrer un corps qui va se faire palper, déchirer, viande. découper. Mais il y a un truc assez dégueulasse d'ailleurs, c'est par exemple, je repense à Cannibal Ferox, je veux dire, quand c'est les actrices blanches, héroïnes qui sont montrées à poil, c'est un peu un événement, c'est un peu Oui. tandis Oui, que quand c'est les indigènes, on s'en branle, c'est des indigènes, alors que. Ouais, tout à fait. Alors, Alors il y a que une espèce parfois, de- même elle est. Hein. Ouais, non, mais voilà, il y a une différenciation de l'esthétique en fait du nu entre Bien les, ton- les caucasiens et les indigènes qui est bien dégueulasse quand même. Et en plus, tu as aussi un rapport, enfin, sur une majorité de films de cannibales, tu as un rapport entre répulsion et fascination que tu retrouves avec le côté horreur érotique qui est quand même plutôt Puis prononcé. ça, c'est Deodato qui l'a fait Voilà. mieux. Enfin, l'image du pieu qui traverse C'est cette ça. femme de cul à bouche, elle est juste extraordinaire. T'as à la fois une dimension complètement sexuelle, grotesque. On n'est pas loin de l'Eroguro japonais pour le coup dans une image comme ça, et quelque part dans le film de Cannibal C'est d'ailleurs. bien fait empaler, quoi. C'est tout ce que t'avais à dire. Ah ouais, j'aime C'est bien. la gueule du monde. Moi, quoi. j'apporte C'est ça les- ta j'apporte participation ma à leurs 3 participation. parties qu'ils ont travaillé là, putain. Et alors Et- du film comme Cannibal the Alors mec, il a posé des Musical, questions. Alors sinon du En cannibal. fait, son rôle, ça va être de voir tous les films dont j'ai pas parlé, de me les foutre en Non, pleine mais gueule. sans Cannibal Ah, Bah, si, j'aurais pu parler de l'amour, Feu dans sur les la films, plaine. Cannibal the Musical. Feu dans la plaine, ouais. Cannibal the Musical, c'est un cannibale. S'en fout, ce film de serial merde. killer, du coup, on aurait pu mettre tout à l'heure. Oui, on aurait pu parler de Vorace. On aurait Alors pu oui, parler justement, de- Vorace, ça a plein de vraiment choses. été le premier film qui est venu en tête de tous les commentaires sur Facebook, donc qui est plébiscité par notre public, nos auditeurs. Film de femme. Voilà, super. De femmes mortes. Faut-il De femmes le mortes. dire, je ne sais pas. Arrêtez, putain, c'est vraiment dégueulasse quoi. Et du coup, pourquoi enfin, c'est quoi la classification de ce film-là? Est-ce que du coup, on finalement retombe dans le cannibale tribal quasiment ou Pour le coup, même pas oui, en fait, on est à la fois sur quelque chose qui ressemble un peu. D'ailleurs, c'est inspiré d'un autre fait divers célèbre dans l'histoire américaine, c'est-à-dire d'explorateurs, enfin d'une famille de chercheurs d'or, en fait, les settlers, chercheurs les fameux d'or, ouais. settlers les Européens qui sont venus sur le territoire américain pour essayer d'explorer et se trouver un lopin de terre. Et il y a eu toute une famille qui a dû recourir au cannibalisme pour survivre. Et donc Vorace s'inspire de ça avec cet homme qui est forcé de recourir au cannibalisme dans un fort. Reculé au fond d'une forêt dans la neige et qui doit et qui ensuite essaye il y prend goût, il devient un tueur en série de fait. C'est le mythe du Wendigo. Voilà. Pour moi, Vorace, c'est un film de super-héros. En fait, c'est un film de cannibale super-héros. C'est qu'en fait, en bouffant les autres, ils prennent leur force, en fait. C'est ce qu'il Et- pense. C'est le mythe du Ouais, mais Wendigo. limite, il y arrive. Mais en il fait- s'en persuade tellement que quelque part il développe. C'est un peu comme. En fait, dans le mythe du Wendigo, le fait de consommer de la chair humaine va te donner La force des de la personne, pouvoirs, ouais. de la force, mais va te maudire en te donnant une faim impossible à assouvir. Tu auras tout le temps faim, donc tu auras toujours envie de te nourrir. C'est perpétuel. Pour moi, Vorace, je pense que c'est une des meilleures variations sur le thème du cannibale. Complètement. Plus original, en tout cas. C'est clairement dans les meilleurs films de Et surtout, cannibale c'est un sur le film thème qui du te cannibale. surprend, justement. Si tu ne sais pas que c'est un film de cannibale, tu le découvriras d'autant plus. Et là, on l'a dit, et c'est un peu connu maintenant, il y a un film qui s'appelle Vorace, mais Ouais, puis l'affiche avec le Avec doigt le doigt dans entre la les bouche. dents. Ouais. je sais pas vraiment si c'est pas spécialement, tu vois, je sais pas à quel moment ça va virer en mode. Oui, en fait, cannibale. c'est là-dessus que le film joue extrêmement bien, c'est il prend À quel beaucoup moment de ça temps part pour en vrille, vriller. Et c'est vrai que même, je trouve que c'est presque mieux de savoir que ça va être un film de cannibale, parce que du coup, t'as une attente de savoir quand et comment ça va partir en couille, et quand ça part en couille, ça part C'est un méchamment film en de couille. studio, hein, c'est un film de la Fox. Ouais, non, mais c'est incroyable, c'est une anomalie ce film. C'est pas mais une anomalie au point même que la réalisatrice, elle a été débarquée sur le tournage, limite, je crois que le tournage avait déjà commencé en plus. Donc le scénario était déjà écrit, des plans avaient déjà été tournés, et du coup il y a des choses qu'elle ne voulait pas spécialement, mais qu'elle était quand même obligée de tourner parce que c'était dans le scénario. C'est l'époque où justement il y a eu Fight Club et tout, c'est toute l'époque où je crois que c'était Bill Mechanics qui avait initié plein de projets, qui s'est fait virer. C'était la Fox, Vorace? Ah, c'est la Fox, ouais. C'était la Fox. C'est sûr. Fact-checking. Et non, ça c'est sûr. fatigué Ça, aujourd'hui. non, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, Matador, personne ne mange, mais il y a des gens qui D'accord. tuent. Mais c'est la Fox, c'est bien la Fox pour Vorace, quoi. Et donc il s'est fait dégager, je sais, je crois, oui, suite à tous ces choix un peu qui n'ont pas vraiment plu, je crois, au compte et qui s'est fait virer. Alors que c'est un film proprement incroyable en termes de réal, de musique, d'interprétation. David Arquette trouve le rôle de sa vie et Dieu sait qu'il a dû galérer pour le trouver, le rôle de sa vie, Robert le pauvre. Carlyle Mais, aussi, hein. Robert Carlyle, il est extraordinaire. Quoique dans Trainspotting, avec Trainspotting et puis dans 28 semaines, Ouais. enfin, c'est un putain d'acteur en même temps. Il n'y a que dans Full Monty où il est pas fou. En fait. Mais non, c'est vrai qu'il y a une dimension à la fois tueur en série, à la fois pas redneck, mais on est dans le cœur de ce qui deviendra l'Amérique plus tard. On est
déjà dans un territoire redneck sans que la notion de redneck n'existe. Mais c'est vrai que finalement, les films de redneck sont l'héritage de ce qui était la conquête de l'Ouest à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment les territoires. Parce que alors, c'est marrant, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai interviewé aujourd'hui Bill Plympton par téléphone, le fameux réalisateur d'animation, et on parlait justement, il me parlait de Trump et il me disait qu'il était dégoûté que des pays comme la France ou autres aient cette vision de l'Amérique qui a élu une espèce de gros débile mental. Et on discutait du fait en fait que l'Amérique c'est quand même un territoire immense avec plein de zones où vivent 2 personnes tous les 15 km² et que ça n'a rien à voir avec la France. Et il y a une telle différence de densité démographique et de mode de vie d'un endroit à l'autre du pays que finalement on peut pas. C'est normal de ne pas en vouloir à tout le pays d'avoir élu un débile, dans le sens où le pays est trop distendu en fait. Et il l'a toujours été de sa création et de son histoire, de sa guerre civile. Enfin et ça a nourri du coup voilà, c'est cette espèce de choc de civilisation interne qui nous a donné les hillbillies, les massacres. Par rapport au titre qu'on vient de citer, il y en a certains qui n'ont pas été cités. Je voulais savoir un peu votre avis sur certains films, notamment ceux qui sont un peu bizarres, notamment Parents, qui est plutôt une comédie, c'est ça? Bill Balaban. Qui est bien, ouais. Qui est très très bien, et qui a une ambiance. C'est un gamin qui s'imagine que ses parents sont des cannibales et il va essayer de le découvrir et ça, il y a le doute qui plane. Je ne plus d'ailleurs. Non, il n'y a plus de doute à la fin. Mais c'est vraiment une comédie ou pas? Oui. C'est drôle, mais dérangeant. Mais c'est vraiment dans son ambiance. C'est une sorte de cauchemar éveillé. D'accord. Une mise en scène assez chiadée, avec un peu foufou. Est-ce que... Un film un peu oublié, je trouve, d'ailleurs. C'est toi qui as oublié. Mais mais généralement. Qui est passé d'ailleurs officiel à l'hallucination collective D'ailleurs, dans le même genre, il y a Eating Raoul aussi. Oui. Paul Bartel. Est-ce que tu n'en avais pas parlé, toi, Xavier, dans un autre podcast? Sûrement. Si, Ça me dit quelque Paul chose. Bartel, Si vous n'avez jamais vu Eating Raoul, regardez-le, c'est vraiment une bombe. C'est pas passé à l'hallucination collective. Si, c'est mais... passé. Ah. En 2010, on a fait un. J'y étais pas, c'était une On a fait un mauvaise, focus. très mauvaise édition. Paul Bartel, on a passé ça à la concernant l'an 2000 et Dust on the Dust. Et Rabbit Grannies, les mémés cannibales. Ça, c'est nul. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est un film d'horreur belge. Je l'avais vu en VHS, j'ai souffert. De l'horreur belge. Les photos dans Mad Movies. Distribué par la Trauma. C'est ça. Et distribué par Trauma. Ouais, Trauma, mais c'est réalisé, c'est un film C'est flamand. juste le titre qu'ils ont trouvé drôle et derrière, il fallait faire un film, quoi. Comme Cannibal the Musical, c'est un Tout à fait. Voilà, et ça a eu un prix d'ailleurs, officiel du film fantastique de Paris, prix spécial peur, je crois, comme ça, il avait eu. Rabbit Grannies, ou pour les effets spéciaux, je m'en souviens, il y avait les gens les étaient lauriers bourrés, sur les VHS. Sérieux? Les gens étaient bourrés. Enfin, moi, ça m'avait bien fait. J'étais conscient de voir une merde, mais ça m'avait bien fait marrer. Quand même. Et côté Asie, on n'a pas trop parlé. Est-ce que ça se fait? Histoire de cannibale. Ah, et voilà, Histoire de cannibale. Choyark. Voilà. Grand film qui Excellent donne film. littéralement son cœur au public. Dans la une fin, scène de fin, dans un Public plan de qui lui a fin pas absolument rendu, incroyable. hein. Non, au public, il Non, mais n'a pas Laurent rendu. a rapidement évoqué Feu dans la plaine. Oui. Enfin, les deux Feux dans la plaine d'ailleurs. Ouais, Le premier Nobi. de Konishikawa et puis le deuxième de Nobi. Donc, Shinya Tsukamoto. pour forcément, c'est pas vraiment un remake d'ailleurs, parce que c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Feu d'ailleurs. Et donc là, c'est du cannibalisme. Bon, bah voilà, faut bien manger sur le champ de bataille quand il y a absolument plus de denrées disponibles. Donc, ouais, C'est un film qui se mérite. Enfin, je parle du Ishikawa. Ah ouais, Ah c'est ouais. un film génial, franchement. Le film est magnifique, film mais incroyable. je pense que beaucoup de personnes vont lâcher dans les 30 premières minutes. Si on passe les 30 premières minutes, Ah, tu le trouves si difficile que ça? moi j'ai essayé de le montrer à des gens, Ouais. les 30 premières ça passait pas. Tu Et sais, ça les dure histoires- combien? 2h30. Ah, c'est un 33 film, minutes. Non, c'est pas un film de 2h30, mais je crois qu'il est quand même. Enfin, ça veut rien dire un film long, mais bref, je sais plus quelle est la durée, mais. Non, parce que tu sais, en tout cas dans la première demi-heure, comme on essaie vraiment de te perdre, c'était des faux raccords, t'as ces cadrages très proches et tout. Je pense que ça te met dans une situation où peut-être que ça va te faire un peu décrocher. Enfin, moi j'ai essayé de montrer le film à des gens et ça passait pas. C'est beau, hein, c'est Mais comme c'est noir et blanc, magnifique, hein, c'est du cinéma costaud. Hein, Mais le premier plan, te dit littéralement ce que tu vas ressentir en regardant le film. Hein. C'est une claque, littéralement. Mais j'aime beaucoup le Tsukamoto, moi. Je le trouve vraiment très très intéressant. Oui. Et justement, le parti pris du numérique, Ouais. je trouve que ça rajoute une froideur à Carrément, l'histoire ouais. qui est super Et intéressante. il est très différent du Konishikawa, il essaye Ouais. pas de refaire la même chose, il sait très bien que de toute façon il s'attaque à une espèce de montagne et du coup il adapte le roman avec ses petits moyens et le film est très honnête dans son énergie et dans ce qu'il veut raconter et en même temps je le trouve très très fort quoi. Donc en gros, regardez-le, enfin les deux, regardez les deux. Je crois que
le Tsukamoto, par contre, il est sorti en Blu-ray. Oui, il est sorti il y a pas longtemps. Mais les deux sont Oui, les disponibles. deux. Même le Feu dans la plaine, le Konnichiwa, est sorti en Blu-ray en France. Ouais. C'est je savais pas. Rimini qui l'a sorti, Rimini édition. Et on peut aussi citer Nouvelle Cuisine de Fruchan, Ah oui, c'est vrai, oui, avec ses Qui fœtus. était, Qui était à la fois un qui donne envie de court-métrage manger et- des gyoza. Ouais. qui était à la base Segment un des de- sketchs de Les 3 dim sum, extrêmes. Trois c'est extrêmes, des dim sum, non Très extrême, ouais. C'est des raviolis On va vapeur, faire la non C'est différence. ça, ouais. Ouais. Ah, Oui, ceux-là oui, sont pas c'est pas des grillés. grillés, c'est des Ouais, vapeurs. on Ouais. dit Faut être vapeur. précis. Mais les Bien grillés sûr, sont, raison, les grillés c'est- sont meilleurs. mais- Et qui du coup est ressorti, je crois, l'année d'après, hein, donc en version longue, C'est ça. en 1h30. Les deux versions se valent, hein, je trouve. Hein. Les J'ai une deux, petite préférence pour le court, moi je trouve que Le cours est plus. Il n'y a pas Memele, mais il y a pas Bailing. Memele. Voilà. Bailing. Ah, Et puis en Asie, si on veut revenir en arrière, il y a eu quelques tentatives philippines, si je ne m'abuse, de faire du cannibal italien-like. Oui. Mais... Pas très C'est pas très très- abouti, mais il me non. semble qu'il y en a quelques-unes. Mais non, par contre, du coup, pour Nouvelle Cuisine, je reviens un peu dessus, c'est. Il y a quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma cannibale, c'est l'utilisation particulière du son pour te mettre mal à l'aise. Donc en fait, dans Nouvelle Cuisine, en fait, c'est des fœtus qu'on va récupérer pour faire des raviolis qui sont censés te redonner une nouvelle jeunesse. Ce qui rejoint le truc du Wendigo. Voilà. Et du coup, quand on voit les scènes de mastication, elles sont toujours accompagnées de bruits. crunchy. Voilà. On donne entend les trop petits envie. os craquer sous la dent. Ça me rappelle un Et, peu les Schlika de cet homme horrible Schlicka. Forced Entry. Ah, Tu te rappelles de Forced Entry C'est et quoi C'est le meilleur. c'est un film porno ultra Ah, crapoteux avec des viols et des meurtres mais extrêmement Pas graphique. de cannibalisme. Non, c'est pas du mais en tout. revanche, l'utilisation du son dans ce film est extraordinaire. Je n'ai jamais été rebuté autant juste par du son que dans ce La film. séquence de la saucisse dans Schizophrénia quand il mange la saucisse. Oui. Ah, C'est ouais. pire encore. C'est encore exactement pire, ça, je trouve, ouais. dans Forced Entry. Bon bah écoutez, je pense que là Il y a eu d'autres films on est qu'on t'a recul cités, quand même. Tu sur vas te calmer le- là, Non, Cyril, le mec qui voit sa liste. Je veux être plus complet Ah oui, possible. on- Plus il y complet avait- alors que le mec il on fait peut juste. peut-être Et dire- sinon, tu as des. Je vais être comme le pain, je vais être Juste complet. un mot quoi. sur Nuit de cauchemar, je crois qu'il vient de sortir. Oui, il est sorti connaissez en Que je Blu-ray. n'ai jamais vu, malheureusement. Ah ouais, c'est. Ouais, je l'ai vu. Pardon, je suis désolé. Et oui, il vient juste de sortir en Blu-ray, si je ne Ouais. m'abuse, Nuit de cauchemar. Moi, j'ai un souvenir très lointain du film. J'ai très envie de le revoir, d'ailleurs, mais je me souviens. J'avais pas trop aimé le film. C'est pareil, je l'ai revu. Je l'ai pas revu depuis. Sorti chez longtemps, Néo, ça, mais non, on l'a pas sorti. Non, il est pas sorti du tout, hein. Nous, Non. on était sur les cannibales italiens. mon bon Sorti monsieur. chez Arrow Video, je crois, en Angleterre. Et puis là, Mhm. effectivement, il sort. C'était Ah, Motel il est- L, c'est ça Ouais. le titre? Yes. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, pour de mémoire, moi, il me semblait que c'était plus une sorte de pseudo-parodie du film Billy, un truc comme ça. Pas vraiment drôle, mais vraiment bizarre. Quoi. Je me souviens vraiment d'une ambiance vraiment bizarroïde. Quoi. Et surtout des têtes qui sortaient du sol. Exactement, ouais. C'est C'était ce très qu'on drôle. retrouve sur l'affiche d'ailleurs, c'est Ouais. des plans signature du film. Et y a-t-il d'autres films Il y en a plein là sur cités par sa nos liste, parce que Cyril internautes est là. Il y a d'autres trucs, bah oui, il y a forcément. Non, mais Est-ce que, après, on- est-ce que Society serait un film cannibale alors Pas du tout. Oh non. Pas du Mais tout. n'importe quoi, toi. Je sais pas, à la fin, quand film il de retourne partout. les gens et tout, c'est un C'est peu un comme film si- de non, partout ultimes. Après, il se retrouve avec le point le gain de beauté et tout, il y a Il une y a, sorte il y a un d'assimilation. côté, il y a un quoi. côté assimilation, effectivement. Alors, C'est- monsieur Ouais, Nina, bah, rien à Oui, mais voir. y a- c'est plus je suis de désolé, la, non, c'est plus y a de pas- la y a pas de- fusion que de Exactement. l'avalage. Là, vous Ouais. confondez Il y a pas fusion. mastication. Il n'y a pas mastication, il n'y a pas digestion. Je suis désolé, on voit une tête qui sort d'un cul. Assimilation. Enfin, c'est Non, une mais- tête qui fusionne avec un cul. Par contre, est-ce que potentiellement le premier film cannibale, je sais, on va me dire non, mais les premiers Souviens-toi l'été vrais dernier, tu plans, La le- Bible, le- la dans, Bible. dans les vrais premiers plans de cannibales longs de mastication, finalement, c'est la nuit des Bloodfist. morts vivants. Et Bloodfist. Ouais, mais surtout la nuit des morts vivants. Bah, alors oui, il y a mais ils vraiment sont ce morts. plan. Le fait Oui, de- ils sont morts, mais Mais ils mangent tu de vois vraiment l'humain. quelqu'un Mais eux-mêmes ne à sont plus l'allure humains. humaine Ouais. qui est en train de Ouais. manger un morceau humain. Et Mais- Zombie Holocaust. Littéralement. Ah bah, Zombie Holocaust, Non, mais là, on pour n'a le pas coup. parlé non plus de pulsion cannibale, Oui, voilà, il y a d'Antonio Pulsion Margheriti, il y a cannibale, plein de choses. Tu vas pas nous faire chier là. Non, alors Zombie On a plus Holocaust, faim, c'est on peut plus, il est là. très important de parler de On est Zombie repu, là. Holocaust pour son On est son repu. rapport Repu. entre les zombies Oui, et les allez. morts vivants. Voilà. Surtout sur la liste de On Xavier, fera il y a quand un même volume le 2. film ultime de cannibale dont on n'a pas parlé, c'est quand même Terreur cannibale de Alain de Ruel. Ah bah, Produit ouais. par mais Eurociné. On n'a pas parlé des Celui-là, Eurociné, en effet. Celui-là, en fait, je voulais juste Tourné dire dans le que- sud de la voilà. France. Voilà, C'est où ça. c'est la jungle. Je voulais juste mettre un Eurociné dans le lot. Ah Voilà, ouais, c'est il est fait. incroyable, Terreur celui-ci. Il est cannibale, beau, Alain il est beau, c'est un Deruel, beau je film. vous le conseille. Et je des vous cannibales avec propose, des chaussures, des on baskets. fera un deuxième service. Mais là, nous passons donc au café gourmand puisque Cyril va nous donner Café quelques gourmand, nouvelles attention. du pif. Alors le pif va bien. Il vous remercie de vous inquiéter de sa santé. Quoi. Alors on a annoncé, bon pour ceux qui découvriraient aujourd'hui dans ce podcast les dates, ça sera du 5 au 10 décembre. Le truc important à retenir, c'est qu'on est fixé encore cette année au Max Linder. C'est que là on a eu un peu
depuis 3 ans un changement de cinéma. La vraie information à retenir au-delà des 5 et 10 décembre, c'est qu'on reste au Max Linder, on s'y plaît, eux aussi se plaisent avec nous. Je pense qu'on va faire de belles choses dans la durée là-bas. On a commencé à prendre nos marques l'année dernière. L'année prochaine, on a prévu plein de trucs. Je vais pas m'avancer trop parce que si on n'y arrive pas, au moins j'aurais pas annoncé des choses qu'on ne tiendra pas. En tout cas, voilà, on a fait nos petites réunions de débrief et on s'est dit qu'il y avait moyen de faire de ce lieu encore un lieu parfait pour accueillir ce très beau festival qu'on adore. Donc voilà, très beau festival que nous faisons. Voilà. Tu nous as donné envie là. Voilà. Donc, du 5 au 10 décembre, réservez vos dates. Toujours. Réservez vos dates. Au Max Linder Posez-vous Panorama, RTT. avec peut-être, je m'avancerai pas trop, mais peut-être du 11 au 12 des reprises comme l'année dernière. On a vu que ça avait bien plu ça, donc. C'est pas dit qu'on le refasse pas. Est-ce qu'on C'est-à-dire qu'il y a un pourra... groupe qui vient et qui joue les. C'est ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on pourra manger des gens? Non, mais on a peut-être prévu des choses pour animer le hall. Un buffet. Pas des stands de bouffe, mais des trucs sympas et tout. On verra. Vous serez peut-être chanceux et vous pourriez prendre des selfies avec Cyril. Ah oui, on pourrait faire un stand selfie. Surtout que Cyril est très C'est vrai photo qu'il y a en ce des moment, fans. donc Ouais, très photo, ouais. Donc voilà. On va peut-être faire d'ailleurs des goodies à son effigie cette année. Je Ah, pense, ça me plaît, ouais, ouais. avec tous les profils Facebook utilisés sur des mugs. En fait, Pas con, ouais. Des t-shirts, c'est ça. Bon, bah en tout cas, Tel merci. crayon. et des beignets. des beignets, bien Des sûr. beignets, ouais. Voilà, on fera des beignets spéciaux. Merci. N'oubliez pas d'aller voir Grave au cinéma. Ça sort Oui, le 15 allez-y, mars. allez-y. Et puis à bientôt. À bientôt. Bah, voilà, tout à fait.